comment ça va Menro? Bah écoute, ça va très bien. Toujours cette même. En fait, c'est ton. Mon look 2023 est celui de Steve Jobs. Du coup, t'as que des. C'est comme Homer. T'as que Et figure-toi que c'est un de mes trucs dans la vie. Je crois que c'est Einstein qui avait dit ça et ça a été repris dans La Mouche. Où en fait, le gars dans son armoire n'a que des trucs gris, noir et blanc. Et moi, vraiment, mon armoire est comme ça. Comme ça, je m'emmerde pas à choisir comment je m'habille tous les matins. Gris, noir et blanc. Parce que la couleur est dans ton cœur, Johan. Exactement. C'est sa nouvelle participation en 2023. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, oui. Avec grand plaisir. J'ai vu que tu étais réclamé sur les réseaux sociaux. Bah écoute, merci aux gens qui me réclament. C'est vraiment très gentil de s'inquiéter de ma présence ici. Je travaillais sur un projet d'atelier en scénario, de scénario en atelier plutôt. Je suis un peu stressée à l'idée de vous revoir là. Vous voyez, je perds mes moyens. Mais j'ai mis un col roulé. Pour être m'adapter. assorti Voilà. de ce côté de la table. Oui, on rappelle que tu es scénariste et tu n'es pas que la voix qui défend les films dans 2 heures de perdu. Tout à fait. Mais peut-être que je vais revenir un peu plus régulièrement. Là, on a bientôt fini l'atelier, donc avec plaisir. Mais écoute, en tout cas, l'invitation est toujours dans le coin. De l'autre côté du plateau, Mégane d'Allociné est avec nous. Ça va, Mégane? Hello, hello, ça va et toi? Mais écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, ça va, c'est cool. C'est pas toi qui fais les sorties, je crois. Si. Si, c'est toi qui fais les sorties. si, c'est moi. J'ai bien suivi la préparation de T'as l'émission. bien suivi le honneur, ouais. On va sans transition passer à notre nouvel invité, Mathéo de la chaîne du Geek, qui est avec nous. Bonjour, merci déjà pour l'invitation. Enchanté de tous vous rencontrer, parce que c'est la première fois sur le stream. Donc merci, j'ai hâte qu'on fasse cette émission. C'est un beau programme. C'est quoi la chaîne du Geek un peu, c'est quoi ton fond de commerce? C'est une chaîne YouTube où je parle d'actualité. Alors je suis très pop culture, mais c'est cinéma, séries et jeux vidéo. Donc tout ce qui sort, etc. J'en parle et j'analyse ça, on théorise un petit peu aussi. Donc voilà, je parle d'actualité au quotidien sur la chaîne YouTube, la chaîne du Geek, ou sur mes réseaux sociaux, Mathéo Sapin. Et c'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. J'ai croisé Nanix hier en projo qui m'a dit que du mal de toi. Ah. Il m'a dit méfiez-vous. C'est de même, de mon côté. Faut se méfier de ce que dit Nanix. C'est vrai. Un programme plutôt chargé cette semaine, puisque en dehors des news, on a un sujet qui est lié à un anniversaire, c'est celui de 8 Mile. Donc on va parler des acteurs et des actrices, non plutôt des chanteurs et des chanteuses qui ont joué les acteurs et les actrices. Et un côté sur côté, je pense qu'il va vous plaire. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Il est un peu dans l'actu, mais on a joué avec ce qui est sorti récemment. C'est un petit indice. En attendant, tout de suite, c'est le moment des news. Et du coup, comme chaque semaine, on a demandé à nos invités et eux de venir avec une des news ciné-séries qui les a marqués particulièrement sur la planète ciné-série. Je me tourne d'abord vers toi, Johan. Qu'est-ce qui t'a marqué sur la planète ciné-série cette semaine? Eh bien, qu'est-ce qui m'a marqué? L'annonce, en tout cas la confirmation d'une suite qui claque pour Will Smith. Vous avez la vanne? Oh, merci, c'est très beau. Ce cri du cœur a été incroyable. Donc, la confirmation de Je suis une légende, la suite, donc Je suis 2 légendes, suite qui avait été annoncée il y a t'as l'air très enfant. Ah bah non, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'en profite. Trop d'humour de merde d'un coup. Donc, suite qui avait été annoncée il y a 1 an, un peu à la surprise générale, qui se précise. Alors, avant de revenir sur ce projet de suite, rappelez, c'est quoi Je suis une légende? I Am Legend en version originale. Au départ, c'est un roman de science-fiction de Richard Matheson écrit en 1954. Pourquoi ça me fait plaisir d'en parler? Parce que c'est tout simplement mon roman préféré de tous les temps. C'est vachement bien. De toute la vie. Je le lis au moins 1 fois par an. Si vous ne l'avez jamais lu, ça se lit en 2 heures et en le lisant, vous avez un film qui se déroule dans votre tête. C'est une nouvelle même. Et c'est même une nouvelle, on pourrait dire. Et c'est un truc incroyable avec une fin exceptionnelle. Mais, moi, je trouve que le film est plutôt pas mal, mais par rapport à l'adaptation, qu'ils n'ont pas compris le roman en fait. Ouais, c'est dommage. Et donc en fait, ce roman est très intéressant puisque donc en gros, ça raconte l'histoire du dernier homme sur une terre post-apo. Qui dans le roman a été ravagée par une épidémie de vampirisme, on va dire. Dans le film, elle avait été plutôt faite par une épidémie de mutants. Et ça a un peu posé les bases du post-apo qu'on a vu ensuite dans The Walking Dead, qu'on voit en ce moment dans The Last of Us, qu'on a vu dans The World War Z, par exemple. Donc vraiment toutes les bases du post-apo, pas Mad Maxien, mais vraiment du post-apo zombiesque, et vraiment dans Je suis une légende, donc qui remonte à 1954, comme je le disais. La fin est incroyable. 64. Le roman 54, après le film en 64. Ok. Donc, parce que je lis les notes que tu avais laissées. Non, il y a eu 3 adaptations. Une première en 64, pardon, on y arrive, qui s'appelle The Last Man on Earth, le dernier homme sur Terre, et donc en français Je suis une légende, avec Vincent Price.
grande figure de la Hammer et qui raconte la fin de Thriller et qui rigole dans Thriller de Michael Jackson. Et donc qui était assez proche du roman, mais un peu chipouille. Hein. On était en 1964. Il y a eu ensuite Le Survivant avec Charlton Heston et un fusil improbable. Vous allez le voir sur la photo. On ne sait même pas comment on peut porter ce fusil sans se faire mal à l'épaule. Où là, c'était quand même pas très bien. Ça s'appelait The Omega Man en version originale. Ensuite, il y a eu un projet qui n'a pas vu le jour, et ça c'est vraiment dommage. Film de Ridley Scott à la fin des années 90, qui devait être porté par Arnold Schwarzenegger. Ah oui. Oh. Ah Et il y avait des storyboards que vous pouvez retrouver sur le web, signés par un Français qui s'appelle Sylvain Desprez, ou Desprez, ça s'écrit. Et en fait, c'est un des plus grands storyboarders français. Et il y a quasiment tout le film qui existe en storyboard. Et quand on voit les images, on se dit ça aurait été un truc monstrueux. Parce que moi, je troque 2 Robin des Bois contre ça. Hein, Et voilà, exactement. Et donc ce film n'a jamais vu le jour. Et à la place, on a eu La fin des temps avec Schwarzenegger. C'était pas super. Ouais, et rajouter des petites bulles et en faire peut-être une bande dessinée. Peut-être une bande ou, dessinée, mais ça, en tout cas, voilà, ça par Ridley Scott, ça aurait été incroyable. Et puis en 2007, il y a I Am Legend, Je suis une légende, porté par Will Smith. Énorme carton, d'autant qu'en fait, il porte le film à lui tout seul. Quasiment 3 millions d'entrées en France, quasiment 600 millions de dollars dans le monde. De ce film-là, on retient que, en tout cas, l'univers était plutôt bien retranscrit, c'était pas mal. Will Smith avait confirmé, en tout cas, au-delà du côté actionneur, qu'en fait, il pouvait laisser passer des petites scènes d'émotion. On se souvient de la scène où il parle au mannequin dans le vidéoclub, notamment, parce que c'est quand même quelqu'un qui vit tout seul depuis plein de temps. Donc, Et le toutou. et le toutou, voilà, exactement. On se souvient des scènes de rue vidées. Elles avaient vraiment été vidées, donc c'est pas des images de synthèse. Et Will Smith était d'ailleurs souvenu qu'il recevait beaucoup de middle fingers de la part de tous les New-Yorkais qui voyaient leur journée perturbée par le tournage. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? La scène la plus chère jamais tournée à New York. C'est étonnant. La scène d'explosion au début du film, l'explosion du pont, qui n'est pas non plus centrale dans le film, mais donc elle avait coûté très cher. Pour les gens qui aiment les Easter eggs, il y avait l'affiche de Batman versus Superman qui se cachait dans le film bien avant que le vrai film n'arrive. Donc voilà, donc ça c'est pour Je suis une légende, et comme on le disait, un truc qui est pas mal dans son genre post-apo, mais qui n'avait a priori pas compris le roman, en tout cas pas compris la fin et le fait que c'est une portée philosophique assez monstrueuse, au-delà, parce qu'on a peut-être, si vous avez jamais lu le roman, en tout cas, de se dire une histoire post-apo avec des vampires, qu'est-ce que ça peut avoir de philosophique? Et ben en fait, c'est un roman qui est hyper profond. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'adore. J'en viens à la suite, parce que j'arrête pas de parler, et bientôt je vais me taire. Mais la suite, elle sera donc toujours écrite par le même monsieur, qui est pas le scénariste le plus doué pour moi, mais qui s'appelle Akiva Goldsman, et qui a donc donné un petit peu sa note d'intention que je vais vous lire. Richard Matheson parlait du moment où le statut d'espèce dominante de l'homme sur la planète avait pris fin. C'est quelque chose de très intéressant que nous allons pouvoir explorer. Je suis obsédé par The Last of Us, où l'on voit le monde juste après l'apocalypse, mais également 20 ou 30 ans plus tard. On voit comment la Terre reprend la main sur le monde. Il y a quelque chose de beau dans cette question, maintenant que l'homme n'est plus vraiment le locataire principal. Que se passe-t-il ? Et en fait, le roman parlait de ça. Donc c'est dommage de ne pas l'avoir fait sur le premier film. Ils vont peut-être le faire sur le deuxième, qui se passera donc quelques décennies après. Et ce qui va être original, et c'est assez rare, je pense, dans l'histoire des blockbusters, c'est que ça va se baser sur une fin que les gens n'ont pas vue au cinéma. Je ne vais pas spoiler la fin, ça s'appelle No Spoil, mais le film Je suis une légende se terminait d'une certaine façon. Il y a une fin alternative qui existe sur le DVD Blu-ray. Et en fait, ça va partir de cette fin alternative de la même façon que The Descent, si vous vous souvenez. Il y a eu un The Descent numéro 2 qui se basait sur le montage américain et pas sur le montage européen qui finissait très mal. Donc, en tout cas, il va partir de ce postulat-là. Ça sera porté par Will Smith qui revient, on verra comment, et Michael B. Jordan. Et voilà, on espère juste que ce sera Michael B. Kerr. Exactement. Donc, paraît-il, le savais-tu que sa musculature est inspirée de la mienne? Anecdote. Anecdote comme ça, en Ça me passant. paraît évident. Et pour terminer, voilà, je crois que j'ai tout dit sur Je suis une légende. J'espère juste que ça sera un peu plus respectueux. Et ça n'a aucun rapport, mais j'ai trouvé cette transition toute pourrie comme ça. Je voulais parler d'une autre légende qui nous a quittés. Mot légende. Richard Belzer, mort à 78 ans. Il y a peut-être que moi qui aime Richard Belzer, mais Richard Belzer, c'était l'inspecteur Munch dans à peu près tous les New York Unité quelque chose. Oui. Et ce monsieur avait une particularité, c'est qu'il a joué le même personnage dans à peu près toutes les séries, mais au-delà même de son propre univers de séries policières, c'est-à-dire qu'il est apparu dans son rôle dans X-Files, il est apparu dans le même rôle dans The Wire, dans Arrested Development, dans Kimmy Schmidt, ou même dans la série d'animation American Dad. Donc en fait, l'inspecteur John Munch, qui est une sorte d'inspecteur un peu cynique, blasé, à l'humour très noir, et ben en fait, c'est un personnage que vous avez suivi pendant plus de 30 ans dans plein de séries. Et moi, j'aimais beaucoup ce personnage, et donc Ouais, il moi nous a aussi. quittés hier. Presque de la double personnalité à ce niveau-là. Et exactement, voilà. Donc je voulais saluer l'autre légende, quoi. Merci Johan pour ce Je vous en tour prie. de Je suis une légende très complet. Très complet. Très complet. Très intéressant. C'est fou de se réveiller sur Last of Us juste pour la série, alors que le jeu existe depuis 2012-2013. Ouais. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais. Ah oui, bah, c'est que ça cartonne en même temps. Hein.
Mais la série, enfin, moi en tout cas, je suis un grand fan du jeu et la série, je la trouve incroyable. Du coup, j'avoue que je suis quand même inquiet sur le film là, Je suis une légende 2, parce que quel intérêt? Alors, je connais pas le bouquin, donc je peux pas dire vraiment. Je sais qu'apparemment, ils veulent être plus fidèles au bouquin sur le deuxième. Bon, après le dire et le faire, voilà, on connaît. Hein. Ils ont peut-être enfin compris la fin depuis. Ils ont peut-être compris le titre, parce qu'en fait, le titre est hyper important. Déjà, la version alternative est un peu plus fidèle au roman, tout petit peu je plus, crois, ouais. enfin, de ce que je sais. Donc, à voir ce que ça peut donner. Mais ça peut donner envie, ça peut être bien en tout cas sur le papier. Mégane, de ton côté, tu voulais nous parler d'un film Netflix qui pourrait faire la surprise aux Oscars. Oui, c'est un film Netflix qui a déjà créé la surprise au BAFTA. Donc, c'est l'Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma. Donc, en gros, les Oscars britanniques, pour dire ça très simplement. Donc, il a remporté pas moins de 7 prix, ce film. Pour vous faire la liste, meilleur film en langue étrangère, meilleure musique de film, meilleur son, meilleure photographie, meilleur scénario adapté, mais surtout, meilleure réalisation et meilleur film. Il a les deux meilleurs films, enfin meilleure langue Meilleur étrangère. film en langue étrangère et meilleur film. Donc c'est quand même du lourd. Il y avait qui en face quand même, tu te souviens un peu? En face, il y avait du lourd aussi. Hein. Il y avait Tar, notamment le film avec Cate Blanchett qui est sorti au cinéma. Alors, il n'y avait pas Fabelmans, le film de Spielberg, il faut quand même le noter. Donc, il y avait quand même un concurrent très sérieux qui n'était pas nommé au BAFTA parce que le film est sorti seulement cette année au Royaume-Uni. Et chez nous, il sort demain. Donc, il n'était pas du tout éligible pour les BAFTA. Mais il y avait du très, très lourd. Hein. L'année 2022 a été très forte. Il y avait aussi Everything Everywhere All at Once, voilà, le film du multiverse. Tous ceux qui ont gagné un peu partout. Ceux qui ont gagné un petit peu partout. Donc, voilà, il y avait du très, très lourd en face. Et donc, c'est ce film Netflix qui a remporté les plus gros prix des BAFTA. Ce film, c'est Al West, rien de nouveau, un long métrage allemand qui est adapté d'un roman extrêmement populaire du même nom, qui est écrit par Éric Maria Remarque, qui a été paru en 1929, donc c'est un livre qui date, mais qui a surtout fait date parce que c'est un film qui décrit la Première Guerre mondiale à travers le regard d'un jeune soldat allemand volontaire qui pense partir à l'aventure de la guerre et qui va se rendre compte sur le front que la guerre, c'est pas une aventure. Loin de là, c'est tout sauf une aventure. Et donc, on voit son parcours, notamment dans les tranchées. Et c'est un livre qui a connu un immense succès en librairie et qui a surtout valu à son auteur d'être poursuivi par les nazis et qui s'est retrouvé être vraiment un symbole du pacifisme allemand. Donc, c'est un livre qui est majeur dans l'histoire allemande et c'est un livre qui a vraiment marqué son époque et qui fait encore écho à l'actualité aujourd'hui. Donc, je pense aussi que c'est cette intrigue-là du film qui a, je pense, plus ému les votants des BAFTA. Et donc, ce livre a été adapté plusieurs fois en 90 ans, 2 fois sur le grand écran, et là, c'est la 3e fois qu'il est adapté, pardon. Et c'est sous la houlette du réalisateur Edward Berger, qui a notamment réalisé des épisodes de séries comme Deutschland 83, The Terror ou Your Honor, la série avec Bryan Cranston. Donc voilà, avec cette surprise-là créée au BAFTA, le film pourrait aussi créer la surprise aux Oscars, puisqu'il est aussi nommé 9 fois aux Oscars, dans des catégories qui sont plutôt le high level. Meilleur film international, meilleure musique de film, meilleurs effets visuels, meilleur son, meilleur scénario adapté, meilleure photographie, meilleur maquillage et coiffure, meilleur décor et meilleur film. Et comme quoi, quoi d'après toi, ça va faire déjouer les pronostics ou quand même Alors, aux Oscars, du coup, il y a The Fabelmans, qui est parmi les nominés. Donc, il a de sérieux concurrents. Il y a aussi Avatar, il y a Top Gun, il y a Everything Everywhere All at Once, il y a Tar, je sais plus s'il y a The Whale. Non, je crois qu'il y a que Brendan Fraser qui est nommé pour... Il n'y a pas Inisherin aussi Il y a Banshees of Inisherin. Donc, il y a vraiment de très, très, très sérieux concurrents contre Al West, rien de nouveau. Mais vu tout ce qu'il a raflé au BAFTA, il pourrait créer la surprise aux Oscars, sachant qu'en plus, je trouve que les Oscars, là, cette année, ça va être un petit peu plus difficile à déterminer, parce que dans toutes les cérémonies prestigieuses pré-Oscar, on n'a que des meilleurs films différents. Au Golden Globes, en Golden Globes, en drame, on a The Fabelmans. En comédie, on a The Banshees of Inisherin. Au Critics' Choice Awards, c'est Everything Everywhere All at Once qui a remporté le prix du meilleur film. Et là, au BAFTA, Al West, rien de nouveau. Donc, qu'est-ce que ça va être aux Oscars? Grosse surprise, je pense. C'est quand les Oscars? C'est début mars? C'est le 12 mars. 12 mars 12 mars, ouais. Rendez-vous est pris, on verra ça de près. Merci beaucoup, Mégane. C'est vrai que d'avoir un outsider qui rentre dans la danse, ça fait toujours plaisir. Mathéo, de ton côté, tu voulais nous parler d'un remake live-action
d'un dessin animé. Effectivement, moi je suis un grand fan des films Dragons de la part de DreamWorks. Voilà, je pense que beaucoup l'ont vu. C'est une trilogie sortie entre 2010 et 2019, je crois. Donc de la part de DreamWorks, il y a aussi eu des séries notamment disponibles sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Et donc visiblement, Universal s'est dit qu'ils allaient faire un petit peu comme Disney, parce que Disney, on commence à les connaître un peu sur les remakes live de leurs classiques. Sauf que là, ils veulent faire un remake live de Dragon. Bon, ça me paraît déjà plus cohérent qu'un Shrek ou Les Mignons, mais bon, ça ne débat. T'as un problème avec Shrek? J'adore Shrek, mais en live action. Mais la version live de Shrek. Je suis pas convaincu de vouloir ça. Après, C'est plus compliqué, ouais. en tout cas, il y a un film live action de Dragon qui a été officialisé en préparation du côté d'Universal. On ne sait pas encore qui aura au casting. Ça, c'est en recherche. Par contre, Tom on Holland, sait- hein. Ouais, mais dès qu'ils ont dit non. ça, j'ai pensé à lui. C'est tellement la tête qui revient. En tout cas, il est daté pour le 14 mars 2023 aux US. Je ne sais pas si on a une date française. Je ne sais pas si Universal l'a annoncé depuis. Mais en tout cas, voilà. Enfin, non, 2025, je dis. Moi, Ah oui, parce que j'allais dire, ils vont évidemment, ils sortent pas très l'avant. très rapide. 14 mars 2025, évidemment. Et donc, on sait que, ça c'est quand même la nouvelle, que Dean DeBlois va à nouveau le réaliser. C'est lui qui s'était chargé de la trilogie originelle. Ok. Donc, il va l'écrire, le réaliser et évidemment le produire. Donc, à voir ce que ça va donner de ce côté-là. Mais il y a un film Live Dragon. J'avoue que moi, je suis pas spécialement convaincu par l'idée, parce que je trouve que c'est un film quand même... Enfin, je sais pas si ça va. Enfin, genre, j'aime bien les films de dragon, hein, je dis pas, mais en live action, là, ça va peut-être enlever une certaine magie. C'est surtout qu'il y a une grosse part de comédie quand même qui est Bah, c'est provoquée ça. aussi par l'animation, par la façon dont est animé Croque-Mou, Ouais, c'est notre ça. Croque-Mou national. Et je suis assez curieuse, après, pour avoir récemment vu Peter et Elliot le Dragon, la version live, j'ai trouvé ça plutôt bien fait au niveau du dragon et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez attendrissant, justement, quand même quelque chose qui peut être effrayant aussi en live action pour les enfants. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, mais je suis un peu dubitative également. Avant de faire un tour de table sur le sujet, un sondage est paru dans le chat. Un remake live de Dragon, Let's Go 22%, Mouais 33%, Non au secours 31%, ou Je connais pas Dragon, donc 14%. Voyez-le, Mégane, si vous Oui. connaissez pas Dragon, vous Ouais, voyez-le. voyez-le. C'est pas que pour les enfants, c'est vachement bien. voyez la trilogie et surtout le 2. Le Mais 2 c'est souvent les incroyable. deux qui sont meilleurs. Un Shrek, le 2, c'est le meilleur. C'est pas faux. à fait. C'est pas vrai. faux. Mégane, on en pense quoi voir Croque-Mou en CGI avec des vrais acteurs? Pourquoi pas, mais franchement, je préfère voir Shrek en live action. Ah, même toi, si... Ah Ouais, je sais d'accord, pas. ok. En fait, je sais pas, j'ai. Avec Ben J'aurais pas Stiller donné et l'idée, là. Avec Dave Bautista. Bah ouais, mais franchement, ce serait, Un super ce serait pas trop drôle. Enfin, je sais pas, après, c'est peut-être un délire très particulier, mais je sais pas. Non, en fait, Dragon, il y a ce côté tellement mignon et dodu et rondoudou de l'animation qui va pas. que Shrek, il est qui va mignon et dodu. et Rondoudou. Bof, bof. Johan, si par contre on arrive à trouver un vrai dragon, Oui, Ouais, ça oui. serait bien. Non, mais moi, en fait, ce qui m'embête sur le truc, c'est que l'arc des personnages et notamment de la relation entre Croque-Mou et Harold, en fait, elle trouve vraiment une conclusion dans le 3e film. Et en fait, tu sens qu'ils se disent ah merde, on a quand même une franchise, on a des produits dérivés derrière. Comment qu'on fait pour en remettre aux enfants? Et bah, la seule solution, c'est de faire un truc live. Et donc, en fait, on va nous raconter la même histoire. Ah, ouais. Et c'est ça qui m'embête, en fait. Parce que tu te dis, en fait, l'histoire, vous l'aviez racontée, c'était chouette, ça se tenait. Donc, ouais, c'est peut-être trop tôt, quoi. À la limite, s'il faut le refaire, c'est peut-être dans 5 ou 10 ans, mais là, c'est trop tôt, je trouve. c'est le Mouais Mm. qui l'emporte avec 46% au final. Donc voilà, le chat est de ton avis aussi, Mathéo. Moi, c'est vraiment le fait que le Real revienne qui me rassure un Il peu. rassure un peu, ouais. Parce qu'au moins, il y aura une certaine fidélité. Après, effectivement, à voir en 2025. Après, ce qui peut être intéressant, c'est aussi le décor, le décorum, tous les paysages, Les et tout paysages, ça, ouais. qui peuvent rendre quelque chose, je pense, d'assez intéressant en live. Mais quand même très curieuse. Maintenant, on a vu Pandora, donc c'est. Oui, tout à fait, oui. Juliana, toi aussi, tu nous Oui. parles d'un dessin animé qui revient en live action. Oui, tout à fait. Mais moi aussi, je suis un peu dubitative sur. Il y a une news qui vient de sortir pour un live action Disney, pour le coup, sur Lilo et Stitch. Mais pareil, il y a des choses qui m'intriguent dans cette annonce et il y a des choses qui me plaisent et il y a des choses qui me terrifient profondément, comme par exemple la version live action de Stitch. Je me demande ce que ça pourrait donner parce que je pense que ça peut très vite basculer dans quelque chose d'un peu effrayant aussi. Enfin, faut quand même arriver à créer un truc assez mignon, mais c'est Zach Galifianakis, j'espère que je l'ai bien dit, qui est attaché, qui a dit être attaché au projet. On ne sait pas encore quel rôle il pourrait jouer dans cette adaptation. Pour ceux qui n'auraient pas vu Lilo et Stitch, c'est donc l'arrivée de Stitch, un extraterrestre, l'expérience 626 sur la planète Terre et particulièrement sur l'île d'Hawaï.
et sa rencontre avec une petite fille, Lilo, qui a perdu ses parents, qui vit avec sa sœur, qui est fan d'Elvis Presley. Et peut-être Austin Butler pour le rôle de Stitch, qui sait. Mais en tout cas, c'est un dessin animé, c'est un film sur la famille, la reconstruction d'une famille suite au deuil. Enfin, c'est vraiment, moi, un de mes Disney favoris. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film. Je suis curieuse. Le casting pour les deux sœurs, enfin pour Lilo et sa grande sœur, n'ont pas encore, sont en cours aux États-Unis. Il y a un très très large casting apparemment. Je suis circonspecte par rapport à cette adaptation, mais je me dis, s'il y a du Elvis, si on arrive à garder ce ton assez, on va dire, assez challengeant du film. Il y a un humour, il y a un second degré, il y a un cynisme quand même dans Lilo et Stitch. À un moment, il y a une scène où quand même la petite fille est par terre et dit « Laissez-moi mourir ici en écoutant des vinyles d'Elvis ». Si on arrive à avoir quelque chose d'aussi fun et d'aussi percutant dans une adaptation, pourquoi pas, arrivera-t-on à avoir un renouvellement sur ce film qui est déjà un bijou parfait que je ne toucherais pas si j'étais au studio Disney. Je ne vois sais pas. déjà la bande-annonce qui serait juste la scène où Stitch qui pète tout depuis qu'il est débarqué sur Terre. À un moment, il construit une ville et t'as Lilo qui lui dit « Ah bravo, enfin t'as construit un truc !» Et c'était juste pour tout péter comme Godzilla au milieu d'un décor miniature. Tu vois, moi je vois bien le teaser avec que cette scène refaite pour montrer le truc. Eh bien, je pense que tu es engagé. Voilà. Je vous engage. Un sondage pareil a été lancé par l'ami Paul. Alors, ce remake en Let's Rego. Alors, il n'y a que 8% de gens, 10 se montent. Un Remouais à 36%, un Renom au secours à 55%. Ouais. Et par contre, tout le monde connaît, a priori. 0% et j'ai oublié l'info qui, moi, me fait espérer. C'est qu'à la réalisation, on a Dean Fleischerkamp, qui est le réalisateur de Marcel the Shell. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film de A24, avec ce petit coquillage trop mignon, qui est d'ailleurs nommé pour les Oscars, qui apparemment est un bijou. Moi, je ne l'ai pas encore vu, car il n'y a pas d'offre légale pour le moment. Je trouverai une solution. Mais ça a l'air d'être un bijou poétique d'animation. Donc, je pense que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, le fait que ça soit lui le réal attaché au projet. Donc, c'est peut-être ça qui adoucit mon amertume. Moi, l'inverse qui m'inquiète, c'est que de mémoire, ils annoncent ça plutôt pour Disney+, en termes de sortie. Je crois que le Hollywood Reporter parlait ça, en tout cas. Et en général, les exclus Disney+, hors Pixar, personnellement, je les remake live, en tout cas, je les ai pas trouvés excellents. Donc, j'avoue que là-dessus, je suis quand même un petit peu inquiet, quand même. J'avoue que c'est un marqueur, surtout avec Bob Iger qui est revenu et qui a dit l'intérêt est au ciné. Ça peut être. Après, est-ce que c'était pas un reste d'avant ce truc de Disney à voir, puisque le film n'étant pas encore ni tourné, enfin c'est compliqué de se dire ils l'ont vu et ils se sont dit que c'était mieux pour Disney+. Je sais pas si au niveau du scénar déjà ils décident. À voir. En tout cas, voilà, vous êtes 56% à être plutôt sur le non au secours. Johan, je sais imiter Stitch, je crois. Je tente. C'est une sorte de Gollum, mais light. Tu sais que ça va risque de passer dans le best-of après. Hein. Je vais le tenter, parce que l'autre fois, je l'ai fait à mes enfants. Ils me disaient, ah, c'est pas mal. Attends, ça fait alors. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On est pas mal. Il y a l'idée. Ohana signifie famille, signifie que personne ne peut être abandonné. Beaucoup mieux. On parle là-dessus. Et encore, je vous ai pas fait Babe, parce que ma spécialité, c'est Babe. Donc, mais bon, ce n'est pas l'enjeu de cette émission. Mégane, non, pas d'imitation. Non, pas d'imitation. Un avis peut-être Voilà. Ouais, voilà. Vraiment très mouais. Mais de toute façon, on va pas y échapper. Et là, ils vont faire des remakes en live action de tous les Disney. Je pense que là. Ils ont annoncé Hercule, je me demandais. Oui, des frères Russo en production, ouais. Et le bossu de Notre-Dame Oh, ça va pas tarder, je pense. Ça finira. Je pense que ça va pas tarder. Déjà, il y a la petite sirène qui va arriver bientôt. La petite sirène, en tout cas, merci à toutes et tous pour ces quelques news. En bref, on va se faire un petit finir le tour de l'actu. Et on ne parlera pas de l'affreux teaser des Chevaliers du Zodiaque en live action, par contre. On va plutôt se concentrer sur... Il y a 6 films. Ouais. On va déjà en sortir un, on va bien voir. Ouais. Je connais cette théorie. Je voulais vous parler de Tom Cruise, le sauveur d'Hollywood, puisqu'à l'heure où le cinéma lutte contre le streaming d'un côté et la crise du Covid, Tom Cruise n'est plus le mal-aimé qu'il a été dans ces années de début 2000 très scientologiques, puisque là, il y a eu le traditionnel déjeuner des nommés des Oscars. Et il a volé un peu la vedette à tout le monde. Voilà. Alors, il était là pour représenter Top Gun Maverick. 1,5 milliard de dollars quand même. Déjà une belle perf en soi. Mais il a surtout été célébré parce que, d'un côté, son refus du streaming et aussi ce côté où...
il essaie de garder les salles obscures comme vraiment l'endroit où se passe le spectacle. Oui. Et ça, c'est un truc qui a été particulièrement plébiscité par la majeure partie des invités qui sont tous venus aller lui faire un petit mot, notamment Steven Spielberg. On a les images là, ça a été Le filmé câlin. par... on vous traduit après, hein. Alors, ça sert à rien d'aller tout à fait jusqu'au bout, hein, mais en gros, voilà, hein, Steven Spielberg qui remercie Tom Cruise d'avoir sauvé le cinéma, ni plus ni moins. Il lui a dit ça, mais au-delà de ça, l'image, elle a vraiment un symbole, parce que c'est vrai que tout le monde a un peu titré sur le côté Spielberg lui a dit tu as sauvé les miches d'Hollywood. Mais avant ça, en fait, c'est la première fois qu'on les revoit ensemble depuis la guerre des mondes. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une brouille quand même entre les deux. Minority Voilà. Report, La guerre des La guerre Ouais, des mondes, c'est ça. c'est-à-dire que ça a annoncé la collaboration en gros entre les deux plus gros talents d'Hollywood sur 2 énormes films de SF quand même. Et il y a eu la guerre des mondes et cette espèce de promo complètement sabotée par le mariage de Tom Cruise, le saut sur le canapé d'Oprah Winfrey, machin. Et on sait qu'après, Spielberg était resté complètement en froid. C'était aussi après le moment où Cruise avait été un petit peu blacklisté, avait fait Mission Impossible 3 dans son coin et tout ça. Et donc en fait là, il est revenu on va dire en grâce à Hollywood par tout ce qu'il a fait, notamment avec Top Gun Maverick. Mais on sent qu'il y a une vraie émotion au-delà du moment de fêter justement le fait que les salles soient sauvées, pardon. C'est vraiment 2 anciens potes qui se retrouvent et qui ont un peu passé l'éponge. Et moi, je trouve ça la manière dont ils s'étreignent, c'est hyper touchant. Et au-delà de ça, on rappelle que Top Gun Maverick est aussi un film, au-delà d'être un film sur la carrière de Tom Cruise et qui se fait métaphore, en tout cas de ça, c'est aussi un film sur l'importance de voir des films en salle, puisque quand on lui dit que des avions seront bientôt pilotés par des ordinateurs et que lui, il veut continuer à piloter et son combat, etc., c'est aussi une façon de mettre en opposition de manière un peu éloignée la volonté de continuer à sortir des films en salle et de se battre pour ça et de pas forcément se diriger vers de la plateforme, ou en tout cas des financements autres, quoi. Et puis c'est l'histoire du film aussi, de se dire que cette histoire de passage de flambeau, mais on rappelle quand même les gloires du passé. Ouais. Et par contre, tu parlais de retour en grâce, et c'est vrai, il y a quand même eu aussi des scuds qui ont été tirés ce week-end. Donc, il y a eu la cérémonie des DGA, donc les Directors Guild Awards, c'est donc le syndicat des réalisateurs qui remet ses prix. Et le host, l'animateur, c'était le réalisateur Judd Apatow, et il a vraiment tiré à balles réelles sur Tom Cruise. Donc, parmi les vannes dont je me souviens, qui sont bonnes en plus, hein, il y en a une, c'était les effets spéciaux sont super bien faits. On n'a pas vu les annuaires sur lesquels il est assis pour atteindre les manettes, par exemple. Mais au-delà de ça, il a aussi... Un peu facile. Après, il a dit, souvenez-vous, quand il sautait sur un canapé, on disait qu'il était tous fou. Maintenant, il saute d'une falaise, on l'applaudit. Il dit que c'est un peu une publicité pour la scientologie aussi. Enfin, après, c'est Judd Apatow, ses propos. Mais il a vraiment fait un discours complet à charge contre Tom Cruise à ce déjeuner et qui était vraiment. Pour le coup, c'est un retour en grâce, mais on sent qu'il y a quand même des endroits où ça bloque aussi. Il y a un petit passif, et le réalisateur de Top Gun dans la salle rigolait pas du tout. Ouais. Oui, forcément. Forcément. Autre news, autre ambiance. Je vais vous parler de Tetris. Puisqu'on a eu droit au trailer. Est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire qui est derrière Tetris? Voilà, ce sera ce thème-là. Tu vois, finalement, tu fais des imitations, Mégane. Oui, il est très pourri. Je suis pas à la hauteur de Juliana et Johan. Ce sera chez Apple Original Films. Donc Apple TV+. Apple TV+. Donc voilà les origines du jeu, créé par Alexei Pajitnov et importé par Hank Rogers au début de la Game Boy. Taron Egerton et Toby Jones, donc, qui donneront la réplique à l'acteur russe Nikita Efremov. Mathéo, t'as vu le trailer ou pas? Carrément. Et en vrai, dommage que ça sorte pas au cinéma, du coup, parce qu'en vrai, ça a l'air quand même d'être un bon film. Et surtout, c'est leur de projet un peu improbable, parce que quand ils ont annoncé Tetris, on était en mode un remake live de Tetris, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? En fait, pas du tout. C'est un truc sur l'histoire du jeu et qui est folle. En fait, c'est un vrai truc de guerre froide, d'espionnage et tout. Enfin, l'histoire est folle, de ce que j'ai compris. Et le trailer donne envie. Hein. Et Taron Egerton, moi, j'adore. Donc, je trouve qu'il y a une petite vibe de ce que fait Edgar Wright en termes de montage et de tentative de rajouter des éléments du jeu vidéo dans le langage cinématographique. Et j'aime particulièrement la personnification en fin de trailer d'Hiroshi Yamauchi, qui était le patron de Nintendo à l'époque. C'était l'arrière-petit-fils ou le petit-fils du fondateur.
Et c'était un peu le dernier samouraï de l'époque d'avant, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on en dit de ce trailer de Tetris? Ça donne envie ou pas? Bah, moi, ça me donne super envie. Pareil, assez fan de Taron Egerton. Mais moi, j'ai une petite vibe Halt and Catch Fire en très fun, quoi, avec des curseurs montés assez haut. Et je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de très intéressant. Moi, je suis assez confiante. J'ai hâte. Effectivement, regret que ça ne sorte pas au cinéma, mais je regarderai avec plaisir pour toutes les parties de Tetris que j'ai faites dans ma vie. Je leur dois bien ça. Et moi, je rajouterais une troisième vibe. Moi, au-delà de tout ce que vous avez dit, ça me fait penser, alors peut-être pas on va dire dans le visuel, mais à ce que Social Network a raconté sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça peut être un peu le social network du jeu vidéo, parce qu'on sait que Tetris a marqué l'histoire du jeu vidéo par la manière dont ça l'a démocratisé et tout ça. Et en fait, si on arrive à avoir ce truc-là, de se dire on arrive à saisir un moment de l'histoire de l'humanité et de le raconter bien, ça peut être vraiment très cool. Mégane, c'est mieux que des briques avec des yeux et des jambes qui dans un monde imaginaire quand même. Oui, largement mieux. Oui, non, mais de toute façon, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'ai très, très, très hâte de découvrir ce film. Et puis, bon, une BA avec Europe en fond musical. C'est vrai que c'est encore une fois la grande mode les thèmes connus, mais un peu ralenti pour faire dramatique. Ouais. Mais ça passe quand même, on se fait avoir, quoi. Ça fonctionne. Tous les tubes années 80 que tu ralentis un tout petit peu et que tu mets en fond de bande-annonce, ça fonctionne. Tetris, donc, qui sortira sur Apple TV+, un peu partout dans le monde. Hein. Autre news, Voldemort va jouer Ulysse. Pardon ? Ouais, ah oui. Dit comme ça fait bizarre. Mais Ralph Fiennes et Juliette Binoche vont être réunis à l'écran, puisque les deux acteurs qui avaient marqué les esprits avec le patient anglais en 96 seront les deux co-stars de The Return, l'adaptation libre d'un passage de l'Odyssée d'Homère. Donc voilà, un film en costume a priori. Ralph Fiennes y jouera Ulysse, revenant chez lui 20 ans après avoir échoué sur les mers d'Ithaque et la Méditerranée étendue. The Return, quatrième film de Umberto Pasolini, aucun rapport. Non, mais voilà, qui s'était notamment fait remarquer pour Une belle fin en 2013. Alors, est-ce que le péplum moderne, c'est un truc qui... Alors là, je vois que ça sert les... Non, mais pourquoi pas, Non, mais je suis intriguée. J'avoue que j'ai l'impression d'assister à un petit camoulox, mais pourquoi pas? Je suis curieuse, en tout cas. Ralph Fiennes, il avait joué, c'est Zeus ou Hadès dans Choc des Titans, la version exactement. pourrie de... Et quel souvenir. Vu le casting, ça annonce plutôt du auteuriste à fond quand même, plus que du oui. péplum. On va avoir deux personnes sur une terrasse qui discutent du temps perdu et sous un soleil en mangeant des olives, quoi, je pense. Non, j'ai lu le résumé un peu plus poussé, là, le synopsis. Ça va être épique. Il y a quand même le côté, je rentre à la maison, il y a tous les prétendants qui veulent tuer mon fils et pour marier ma femme. Et donc, il revient pour péter des bouches, hein, quand même. Que moi, mon regret, c'est pas l'épisode, mais... Il y avait le film 3, par chef-d'œuvre, mais il y avait Sean Bean qui jouait Ulysse et qui était complètement sous-exploité dans le film. Et on aurait pu faire un spin-off sur lui. C'est pas faux. Avec Sean Bean. Là, qui faisait plus Ulysse. Je pars plus à la guerre avec Sean Bean qu'avec... Mais là, il revient après avoir erré, tu vois, les sirènes, les cyclopes, tout ça, là, non, Circé... Mais il va tout raconter, du coup. Si on a du flashback, pourquoi pas? Ah oui, ça pourrait être pas mal, ouais. Ouais, ça peut être pas mal. C'est pas du spoil en plus, hein. Je crois que le livre a 3000 ans. Oui, quand même. Donc, hein. Il y a prescription. Qu'est-ce qu'on en pense de ce côté, les péplums, ça fait vibrer un peu la... Là, c'est un peu léger comme info. Ouais. En fait, j'ai du mal à visualiser Ralph Fiennes en le projet. Ouais, j'ai un peu de mal à visualiser le truc. Mais en même temps, ça sent plutôt effectivement le film auteur, et pourquoi pas. Après, le côté péplum, c'est très très rarement réussi au cinéma, donc j'ai un petit peu peur quand même. À voir. Est-ce que, j'attendrai les premières images. Est-ce que du péplum fantastique, ça a bonne presse en ce moment Est-ce qu'il y a des œuvres comme ça qui... il y a eu God of War là récemment en jeu vidéo, mais... Ah ouais, c'est vrai qu'on peut le considérer vite fait comme un péplum. Vite fait, ouais, mais... Mais non, c'est pas... il y a le prochain vraiment. Gladiator, du coup, du côté de Ridley Scott, à la limite. Mais c'est pas tout de suite et c'est pas vraiment la même chose. C'est pas maintenant, surtout. Déjà. J'avoue que moi, je suis pas spécialement convaincu pour l'instant. Après, on a tellement peu d'informations qu'en vrai, il faudra voir les premières images. Si ça part plus dans un truc auteur, pourquoi pas. Un style un peu plus blockbuster, je suis pas convaincu de l'idée. Mais à voir, hein, peut-être que ce sera une bonne surprise. J'ai pas d'attente, donc d'un côté, je pourrais pas être déçu. On finira ces news avec un trailer tout récent, des images qui font envie, avec le premier trailer parce qu'on avait eu déjà un truc de 2 minutes 30. Mais là, et pareil, il y a une musique. On se retrouve après les images. Et quelle musique?
Je sais pas s'il sera bien, mais en tout cas, on s'est donné les moyens. Oui, la musique de Coolio, Gangsta Paradise, mais qui était une reprise de Stevie Wonder, Pastime Paradise dans les années 70. Est-ce qu'on l'attend, ce film, autour de la table, Johan? Ouais, totalement. Et plus je vois des images, plus ça me confirme non seulement qu'ils ont fait le bon choix de casting, la bonne approche, on disait un peu sale. En tout cas, on sent qu'ils ont les pieds un peu dans la crasse et tout ça. Le visage dans la terracotta. Voilà, le visage, voilà, C'est l'un pour le dire autrement. Non, ça a l'air vraiment épique, ambitieux. Et je trouve que justement, ce choix de musique donne un côté hyper moderne, parce que c'est vrai que notamment auprès du jeune public, si on dit les Trois Mousquetaires, ça peut sembler Papy nous sort un nouveau film, mais en fait là on se dit là on a un truc d'aujourd'hui, et je trouve ça vachement bien. Donc moi très 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 chaud pour le voir. Je sais pas, j'ai juste un peu peur que ça joue en mode un peu old school. Je sais pas, tu vois, c'est en termes de jeu et de direction d'acteur. Je sais pas du tout si on va être vraiment dans le blockbuster ou si on est encore un peu dans une sorte de maniérisme peut-être. Peut-être, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils ont l'air de l'aborder sérieusement. Ouais. Et ils auraient pu prendre un ton au Gardien de la Galaxie où genre on déconne un peu avec tout ça. Et en fait, ils ont l'air de prendre l'histoire premier degré. Et je trouve ça hyper cool. Moi, plutôt curieuse, mais plutôt pour des seconds rôles comme Lina Koudry. Enfin, moi, j'avoue que c'est les personnages féminins qui m'intriguent dans ce film. Vicky Crisp. Mais Eva Green aussi. Eva Green, enfin, voilà, je suis vraiment je suis curieuse. Écoutez, je pars sans attente. Comme ça, je ne serai pas déçue. Je crois que les rôles féminins qui seront vraiment centraux dans le deuxième volet, qui s'appelle Milady, qui sort l'année prochaine, du coup. Non, fin d'année. Ah, c'est fin d'année finalement, d'accord. Voilà, directement, c'est un deep. Et donc en fait, celui-là sera plus masculin et après l'autre sera plus féminin. Donc ça va être intéressant aussi. 61% de hype sur le chat. De ce côté du plateau, c'est un film qui est attendu. Mégane, de ton côté? Très attendu, et pourtant, je ne m'attendais pas à attendre ce film. Beaucoup d'attentes. Non, franchement, quand le projet a été annoncé, j'étais là genre... Ouais, pourquoi pas. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus on voit des images, des trailers, et puis en tout cas cette bande-annonce-là finale, et plus j'ai très très hâte d'être bien installée confortablement au cinéma pour découvrir ce film, parce que je pense que tout a été, comme tu dis, pris au sérieux, que ce soit les personnages, féminins ou masculins, que ce soit l'histoire, le matériau original, les décors, les costumes, les scènes de combat, les scènes de KPDP, et puis vraiment toute la mise en scène. Je pense qu'on va avoir droit à un vrai beau grand spectacle, et j'ai vraiment très très hâte de voir ça. Est-ce que c'est le genre de film qu'on peut retrouver chroniqué sur la chaîne du Geek? Dans ce cas-là, oui, pour le coup, parce que je trouve qu'il se la joue un peu américain en termes de production. Petit peu. J'avais cité Astérix, mais bon, pour le coup, c'est peut-être un peu plus foiré. On va espérer que ce film-là soit plus sérieux. Première vue, ça allait être le cas. Non, j'avoue que moi, ça me chauffe. En plus, l'idée d'avoir découpé en deux parties, finalement, l'histoire, c'est une bonne idée pour vraiment bien l'explorer. Et en plus, faire une sorte d'événement en deux parties sur la même année, je trouve que c'est une super bonne idée. C'est assez rare, en vrai, en termes de production française. Non, moi, c'est un projet qui me chauffe beaucoup, pour le coup. Et ce sera pas tout, puisque on a appris aussi récemment qu'il y avait presque un Alexandre Dumas Cinematic Universe, puisque on a appris que le Comte de Monte-Cristo allait bientôt débarquer aussi. Alors bientôt, hein, c'est en année, et ce serait du coup l'acteur qui manque. Oui, c'est ça. Au casting des Trois Mousquetaires. C'est ce qu'on s'est tous dit, ouais. Puisque ce serait joué par Pierre Ninet. Pierre Ninet, voilà, tout simplement. Pierre Ninet, qui sera le Comte de Monte-Cristo. C'est Edmond Dantès. Non, j'ai une connerie. Non, je sais plus. Je me mélange. Bref. C'est les deux œuvres majeures, hein, donc je sais plus comment il s'appelle. Bref. Mais en tout cas, ouais, ça va être. En tout cas, c'est vrai qu'au départ, quand on annonce les Trois Mousquetaires, on se dit D'Artagnan. A priori, Pierre Ninet. Vu qu'il est pas dedans, on met François Civil. On se dit Pierre Ninet, ils ont un autre truc pour lui. Et en tout cas, ouais, ça fait vraiment sens de le retrouver là-dedans. Et après, peut-être que le Comte de Monte-Cristo est peut-être un peu plus dur à vendre entre guillemets. Il y avait eu quand même les grandes sagas de TF1 et tout ça, mais c'est un côté peut-être encore plus old school que les Trois Mousquetaires. T'as pas le côté KPP. Ouais, mais il y a le côté société secrète, peut-être, voilà. Ésotérique, alchimie, tu vois, tout ça qui est un peu derrière aussi. Donc, et en tout cas, en rayonnement à l'étranger et potentiellement en export, les Trois Mousquetaires sont quand même beaucoup plus identifiés que le Comte de Monte-Cristo, bien que ça soit surtout fait comme ça, histoires de qualité. Comme tu disais, Mathéo, il y a une vraie envie d'internationalisme sur le projet, quoi. C'est à peu près tout pour ces news aujourd'hui. Si vous avez encore soif de news ciné et séries, ça se passe sur allociné.fr/news. En attendant, nous, on passe au côté sur côté. Alors, je vais réexpliquer les règles, évidemment, puisqu'on a un nouveau venu. Le côté sur côté, on va lire un avis
un avis qui a été trouvé sur le site allociné.fr, l'avis d'un lecteur ou d'une lectrice qui est plutôt à contre-courant de la pensée commune. Et ça, c'est dans 2 heures de perdu, on fait ça à chaque fin d'épisode, donc peut-être que ça va me donner un avantage par rapport à vous. Mais nous, on sait de quel film on parle. Donc, Oui, alors là, je vais vous lire le commentaire. Mhm. Et il va falloir essayer de trouver ce que c'est. Alors on joue sans jouer, hein, parce que Alors, c'est pour assez... être entièrement transparent, j'ai été spoil. Je vais pas jouer. Je préfère être honnête. Ok. Sinon, j'aurai directement la réponse. Donc, je vais pas jouer là-dessus. Mais oui. C'est tout à ton honneur. bravo. Eh bien, Bravo, Paul. écoute, c'est tout à ton honneur, mais nous, on va quand même essayer de jouer. Mais surtout, après, on va essayer de commenter cet avis et voir si on s'inscrit plutôt... comme ça a été la surprise avec Jurassic World et notre cher Johan, ou si on va plutôt essayer de désamorcer des choses. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Yes. Lui décerne une étoile pour son action, sinon c'est vraiment un navet. On se croirait dans un jeu vidéo, le type se fait tout le monde, il n'y a aucune recherche, et l'acteur principal est lamentable en tueur à gages. C'est J'y ai collatéral. pas cru une seconde tellement il surjoue, et ne parlons pas du méchant, ou même ton petit frère de 5 ans lui rigolerait au nez tellement il fait pitié. Ah non, c'est Bref, pas ça. une daube, une étoile. C'est Léon, non C'est pas ça. C'est pas Léon, c'est pas Collatéral, Ah. Taken. ce n'est pas Taken. Qu'est-ce qui reste ? Mégane, est-ce que tu as John une idée Wick. C'est John Wick. On sait si c'est le premier film ou C'est le premier. C'est le premier. Et alors, on parle de ça parce qu'il y a eu le nouveau trailer de John Wick 4 qui est sorti. Oui, c'est pour ça que j'ai sorti John Wick, parce que tu t'as dit que c'était Eh en rapport avec oui, l'actualité. Elle suit, c'est bien. Donc voilà, c'était un avis, on peut dire une popular opinion, sur John Wick 1. Alors, est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que le méchant, il fait pas peur ? De me souvenir de Est-ce John que c'est Wick le but 1, que le méchant fasse Ouais, vraiment très est-ce peur dans qu'on John Wick? recherche Je ne sais vraiment pas, un mais méchant, qui fait peur. moi, ça c'est pas un problème du film qui m'a sauté aux yeux directement, je dirais. On est plutôt pro John Wick ou bof John Wick ? Moi, j'aime bien John Wick, mais enfin, j'en fais pas ma passion non plus, mais j'ai rien contre lui. Voilà. C'est Kenu, donc Kenu. Du coup, Baba Yaga, Baba Yaga, moi à fond. à fond. C'est-à-dire que quand je fais partie des gens, quand je découvre John Wick, tu te dis c'est quoi ce pauvre DTV. En plus, c'était le moment où Keanu Reeves était vraiment en descente post-matrixienne. Donc tu dis oh là là, il en a plus que ça à faire un gars qui tire sur des gens. Et puis tu te prends cette espèce de claque dans la tête où en fait le scénario est quand même très con. Hein. C'est un gars, on a tué son chien, il se Mais venge quel des gars qui chien ont tué son chien. Mais oui, son Mais chien. en même temps, il y avait une espèce de virtuosité dans les mises, dans la manière dont il tue les gens. Et en fait, il est devenu instantanément culte. C'est ce qu'on appelle un instant de classique, et qui a après donné l'univers qu'on connaît, qui se poursuit aujourd'hui. Mais moi, John Wick 1, c'était une énorme claque. Donc aujourd'hui, 3 films sortis, il y en a un 4e qui arrive, il y a 2 spin-offs séries télé en cours. Ça fait quand même pas mal de choses sur l'univers étendu. Mégane, John Wick. Bah moi aussi je l'aime bien, il m'est très sympathique John Wick, j'aime beaucoup Keanu Reeves et je regarde toujours les films comme un très bon divertissement. Effectivement, le pitch tient sur un post-it, mais en même temps on lui demande pas non plus de grandes portées philosophiques. Donc moi je prends le film, enfin en tout cas la franchise pour ce qu'elle est, et à chaque fois je m'éclate devant les films et je trouve que ça fait le taf. Après on en arrive quand même déjà au 4e. Je sais pas s'il faudrait peut-être pas s'arrêter au bout d'un moment, surtout qu'il y a comme tu le disais, pardon, une série spin-off qui arrive. Le Continental. Continental. Début, là, hein. Ouais. Il y a le Ouais, c'est spin-off ça. avec Anna de Armas aussi en préparation du côté du cinéma. Pardon. Oui, le ballerina. Ouais, C'est ça. ouais. Donc je sais pas. Je vais quand même aller voir le 4e par curiosité, mais en tout cas le premier, pour moi c'était le meilleur. Il était vraiment très bien. Mathéo, est-ce que l'acteur principal joue comme un pied ? Alors non. Je suis d'accord sur l'argument qui défonce tout le monde. J'ai vu le terme exact qui a été utilisé, mais qui met à terre tout le monde. Ça c'est vrai. On le se coup. croirait dans une vidéo de type tout le monde. C'est après le jeu vidéo. Le type se fait tout le monde. Ça c'est vrai. Ça, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Après le reste, le côté jeu vidéo, en vrai, je peux comprendre parce qu'effectivement, dans un jeu vidéo, on peut tuer des personnages à la chaîne, un petit peu comme pourrait le faire Keanu Reeves dans le film. Mais après, non, moi, je suis un grand fan de la saga. Moi, pour le coup, je suis quand même curieux de voir les spin-offs parce que j'aime beaucoup le lore aussi qui est pas trop présent dans le premier, mais qui est vraiment exploré notamment dans le 3e et dans le 4e, avec le côté organisation qui gère les tueurs en série, etc. Enfin, les tueurs à gages. J'adore l'idée, moi, et j'adore les scènes d'action. Pour le coup, je trouve que Keanu Reeves, John Wick 1, c'est vraiment une grosse surprise, comme tu disais, dans le sens où on s'attend pas à grand chose parce que l'histoire de base, il y a rien, quoi. Enfin, c'est vraiment basique, et pourtant, on prend une grosse claque. Alors après, est-ce que c'était une bonne idée de durer, ça à voir, mais en tout cas, moi j'ai adoré. C'est vrai que c'était c'est vrai que c'était une bonne surprise le premier John Wick parce que tu avais l'impression de revoir une ressucée encore plus mauvaise de Max Payne ou un truc comme ça, tu vois. D'où le côté un peu jeu vidéo aussi dans le film. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Comme tu dis, ça fonctionne très bien.
Et ouais, c'est vraiment du très bon divertissement et ça a été effectivement une très bonne surprise à sa sortie. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est réalisé par. Le premier était par un tandem, et maintenant il y a un mec en solo, mais je vais écorcher son nom, mais Chad Stahelski, qui est la doublure de Keanu Reeves, la doublure cascade sur notamment la trilogie Matrix. Et donc en fait, c'est des gens qui sont au départ cascadeurs, doublures, donc experts en arts martiaux machin, qui après commencent à mettre les mains dans les caméras, à faire des réalisations de seconde équipe, et puis après ils prennent en main un film. Et on se souvient ce que ça avait aussi donné sur Tyler Rake. C'est souvent des films très cons, mais qui sont d'une efficacité parce que c'est tenu par des gens qui savent faire de l'action, et chaque fois ça donne des résultats assez dingues en fait. Ah là là, qu'est-ce que ça serait s'ils avaient des scénaristes incroyables derrière. T'imagines. En tout cas, à 85%, les gens trouvent que le film mérite son succès. Et on a Paul en régie qui nous dit: en vrai, le film est un peu claqué. Encore une fois, Jason Bourne, c'est au-dessus. Est-ce qu'on est d'accord avec cet avis? Non, on n'est pas d'accord avec cet avis, même si on adore Jason Bourne, mais je pense qu'un combat Jason Bourne-John Wick, c'est John qui gagne. Et surtout, on n'y va pas pour la même chose. Moi, je regarde pas Jason Bourne dans les mêmes. Je recherche pas la même chose en regardant John Wick et Jason Bourne. Je pense qu'il y en a quand même un qui est un peu plus arty entre guillemets que l'autre, et ça n'en fait pas forcément des choses comparables ou égales. Si, parce qu'ils se tatanent beaucoup tous quand même. Mais je sais pas, dans un combat Jason Bourne John Wick, je sais pas, je serais pas aussi. Ah, c'est vrai. Moi, j'aimais bien à l'époque où... parce que John Wick, donc c'est le 3 ou le 4, je sais plus, qui a été repoussé plusieurs fois. Enfin, en un moment, l'un des deux avait la même date de sortie que Matrix 4. Ouais. Bah, c'est le 4 en fait. Et du coup, c'est ça, c'est le 4. Et il y avait des théories comme ça en ligne sur Reddit qui disaient que John Wick serait une variante de la Matrice et que du coup, les deux films allaient se répondre. C'est vrai. J'aurais aimé ça. Ah ouais, beaucoup. Parce que surtout qu'il y a... On avait posé la question au réalisateur. On avait posé la question au réalisateur qui nous avait dit qu'il aimait bien la théorie. Ouais. Et il n'a pas été les 3 petits points. Ouais, c'est ça. Et puis donc, quand on voit ce qu'a été Matrix 4, donc effectivement, c'est tout à fait une autre proposition. Mais voilà, il y avait, comment il s'appelle Il y a Laurence Fishburne qui joue dedans. À un moment, ils se recroisent et puis ils disent: tiens, on s'est déjà vu quelque part. Après, je crois qu'il dit: il me faut des armes, plein d'armes, comme dans le premier Matrix, quand il y avait l'espèce d'arsenal qui débarquait là. Donc il y a plein de trucs qui renvoient au premier Matrix et qui sont intéressants. En tout cas, le Matrix, je raconte des bêtises du coup. John Wick 4 a un casting 5 étoiles. Notamment des artistes de sport de combat et acteurs de renom. Je pense que pour donner la réplique à Keanu Reeves ça peut être vraiment. Moi, j'attends beaucoup ce John Wick 4. Je sais pas. Ça se passe à Paris en plus. Et ça se passe à Paris. Enfin, c'est un petit bonus, hein, mais ça fait toujours plaisir de voir des lieux qu'on connaît un peu. Donc. Je vous propose pour achever ce petit côté sur côté de se regarder justement, comme on a regardé Les Trois Mousquetaires, le trailer de John Wick 4 qui est sorti tout récemment. Ils sont en VF des noms. C'est pas grave. Je me lève. Ça t'a plu la balade? Vous voulez une bagnole? Merci. Oups, c'est loin. Combien? Pardon? Combien pour ta caisse? Elle est pas à vendre. Je me suis planté, c'était le 1. Ah oui, ça je comprenais pas pourquoi mais c'était donc le 1. Tu m'as surpris, j'étais pas prêt. Ouais, je sais. Mais du coup, si tu peux nous le trouver, comme ça, après, on est bien. En attendant qu'on le trouve, ouais, on peut peut-être dire, ça serait bien un jeu vidéo de John Wick, avec un lore, justement, une sorte de... Bon, GTA l'a déjà un peu fait, mais une sorte de GTA où tu peux être John Wick. Moi, j'achète ça. Je crois qu'ils ont annoncé un truc, mais c'est pas comme ça. C'est c'est un jeu mobile, je crois. Peut-être à vérifier, mais il me semble qu'il y a un délire comme ça en préparation. Mais je suis d'accord qu'un vrai bon jeu d'action. Un John Wick Run, tu dois éviter les méchants d'un côté et de l'autre. Sauver des chiens. Non, mais un truc un peu à la Hitman, ça pourrait être pas mal. Je pense. Oui, avec des missions. Faut voir parce que Hitman, c'est quand même pas full action pour le coup. Non, mais du coup, tu reprends le truc de base avec une mission, la société, etc. Oui, ça, oui. Et après, t'amènes un peu plus d'action dans le jeu, ça pourrait être pas mal. Au final, ce sera juste un skin dans un célèbre Battle Royale. Il est déjà, en le plus, skin. Ouais. Et on m'annonce en régie qu'on a trouvé le trailer. Aïe. Donc voilà, on se retrouve juste après. This hit goes out to you, Mr. Wick. 42 regular, wasn't it? Yeah. And so it begins. Yeah. I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine. I hope you Challenge him to single combat. If you win, you'll have your freedom. And when I see you, I'ma take
what I want, so Amen. you ain't real, hope ya. Y'all feel the wrath of Yellow. Many try, many die, if you wanna war, get it bloody. C'est pas pour Riga. Come on. The only way John Wick will ever have freedom and peace is in death. Yeah. Not really. Pour emballer le truc. John Wick 4, vous l'avez vu, sorti le 22 mars, réalisé donc par Chad Stahelski, avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada ou Lance Reddick, pour n'en citer que quelques-uns et quelques-unes. Voilà, rendez-vous fin mars au cinéma. On passe à la suite. On va aborder le gros dossier de la semaine, c'est le dossier. Et un dossier de la semaine consacré à de la musique au ciné. Ces acteurs, ces chanteurs, je vais pas y arriver, ces chanteurs et ces chanteuses qui ont fait le grand écart pour participer ou à un film, que ce soit en caméo ou avec peut-être le rôle de leur vie. On fait ça parce que c'est les 20 ans de 8 Mile. Alors déjà, j'ai envie de vous faire un petit tour de table. 8 Mile, premier film, c'est donc sur la vie d'Eminem, avec Eminem. On en garde quoi comme souvenir, Mathéo ? Alors, pour être honnête, je l'ai découvert quand on m'a prévenu que justement on allait en parler, parce que j'étais complètement passé à côté, et j'ai adoré. Pour le coup, vraiment, bonne grosse surprise. J'adore Eminem de base, et j'avoue, je ne sais pas pourquoi j'avais jamais vu le film. Et non, je l'ai trouvé excellent. En plus, c'est là où du coup il avait composé une des musiques que je préfère de lui. Donc, ouais, non, franchement, très très bon film, et j'étais agréablement surpris. C'est une bonne histoire. Enfin, je sais pas à quel point c'est fidèle avec sa vie pour le coup, mais en tout cas, il était très, très cool. Johan, on sait si c'est très fidèle. Je crois que c'est assez fidèle parce que dedans il joue donc le rôle de B-Rabbit, qui est un petit jeune de Détroit qui galère quand même. Il vit dans un mobil-home avec sa maman et sa petite sœur. Il galère en termes de boulot et il rêve de participer à une battle de rap et d'exploser. Et tout l'enjeu, c'est en fait le film s'ouvre sur une battle de rap où il reste un peu sans voix. Et il n'arrive pas à passer le cap alors que c'est le plus doué de la bande. Et en fait, tout le film c'est un espèce de Rocky de la musique, presque, on pourrait dire. Et comment il va remporter le combat. Et la battle finale est absolument exceptionnelle. Et je pense que c'est assez fidèle à sa vie, parce que donc, le titre dont tu parlais, c'est Lose Yourself, qui raconte à la fois le film et qui raconte un peu son parcours à lui, finalement, à Détroit. Et c'est un film que j'ai revu récemment et qui n'a pas pris une ride. Et c'est assez court, 1h45, je crois. Oui, il se fait vite. C'est pas les biopics à rallonge de 2h30, un peu Wikipédiesque, où il y a à peu près tout. Ça raconte exactement ce qu'il faut, dans l'ambiance qu'il faut, parce qu'on sent vraiment aussi là, un peu la pauvreté, la saleté un peu des rues de Détroit et tout, et c'est vachement bien. 8 Mile, ça fait partie des trucs qui comptent de ce côté, Juliana ? Moi, je pense que je l'ai découvert au cinéma quand j'étais... du coup, s'il a 20 ans, j'avais 20 ans de moins. Je ne le dirai pas, mais en tout cas, j'étais assez jeune. Et ça m'avait assez marqué. Je pense que c'est un des films de mon adolescence qui était... peut-être pas fondateur, mais très, très, très important dans ma découverte du cinéma. Et je ne l'ai pas revu depuis. Mais du coup, ça me donne vraiment très, très envie de le revoir aussi pour Brittany Murphy, qui nous a quittés assez tôt. Pas longtemps après. Mais des images que je revois là dans la bande-annonce, j'ai pas mal de souvenirs quand même du film, alors que je ne l'ai pas revu depuis mon adolescence. Donc ça prouve que ça a dû me marquer en un sens. J'ai souvenir d'une histoire très, très forte et où on n'a pas peur de l'émotion, et ce qui, en tout cas dans cette proposition m'avait plu, quoi. Donc et je l'avais trouvé plutôt bon comédien pour le coup, Eminem. Alors c'est tout le sujet du jour, j'ai envie de dire, puisque s'ils sont stars de la chanson, ils font des clips, donc ils ont des bases d'acting des fois pour certains. En tout cas, ils et elles sont peut-être habitués au star system, mais est-ce que ça fait des bons acteurs et actrices de fiction ? Mégane, si je te dis chanteur ou chanteuse au ciné, il y en a un qui vient ou une ? Ça dépend quel genre, parce que c'est compliqué de trouver soit quelqu'un qui vient juste prendre son chèque et faire coucou à la caméra, ou quelqu'un qui raconte vraiment quelque chose et qui livre une vraie performance.
Je sais pas, qu'est-ce que je peux te citer Est-ce que Lady Gaga, par exemple, dans Star is Born, ça fait le taf ou Ouais, alors après, Lady Gaga, je trouve que c'est un exemple un peu à part parce que c'est vraiment une artiste complète. Elle a vraiment quelque chose, déjà dans sa musique, il y a quelque chose de très performatif, que ce soit dans ses concerts ou dans ses shows, etc. Elle dégage déjà quelque chose de... Elle a vraiment ce truc déjà. Elle a du charisme, elle a une vraie présence sur scène, elle a une vraie émotion, elle a une vraie sincérité. On le voyait déjà un petit peu dans American Horror Story. Ouais. Elle avait eu un rôle dans la saison Hôtel. Elle était très bien. Et là, c'était un film fait un peu pour elle aussi, je pense. Et pour moi, c'était l'une des chanteuses qui collait vraiment pour A Star is Born. Et elle joue extrêmement bien dans le film. Elle chante très bien, l'histoire lui va bien, son partenaire aussi lui va bien, Bradley Cooper. Je trouve que ça fonctionne bien. Il y a une alchimie, il y a quelque chose. Donc pour moi, ça fait partie des chanteuses qui ont vraiment fait une belle performance en tant qu'actrice. Elle chante mieux qu'elle ne fait l'accent italien, par exemple? Oui, ça c'est un autre film où elle est un petit peu moins bien. Ça c'est vrai. En même temps, le rôle et la direction d'acteur ne la sert pas trop, ça c'est sûr. Donc non, on va éviter. House of Gucci. House of Gucci, pour moi, c'est un des bons points du film, mais après. Non, mais Ah oui, à choisir. oui, on parlera pas de Jared Leto. Voilà. mais oui, non, ça reste pour moi quand même une bonne actrice et je pense qu'elle peut continuer dans cette voie. Il y a Joker, et il y a Joker qui arrive. Il y a Joker qui arrive. Elle va jouer Harley Quinn. Ça, pour le coup, ça c'est un projet où je la vois parfaitement dans le rôle, donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Surtout qu'a priori, le film sera aussi un peu comédie musicale. Il y a des rumeurs, il y aurait un aspect musical, ce qui peut être intéressant. En plus, s'ils ont choisi l'actrice, pourquoi pas. Ouais, non, ça c'est un projet. Moi, pour le coup, j'irais Lady Gaga pour ces raisons-là. J'avoue que c'est je trouve que c'est celle qui s'en sort le mieux par rapport à ceux qu'on va peut-être évoquer après. Mais ce qui est intéressant sur Lady Gaga, et même un peu paradoxal, alors je pense que vous connaissez, moi j'écoute pas beaucoup de musique, donc je suis un peu à l'ouest niveau Lady Gagasque, mais j'avais l'impression qu'en fait, elle se cache sous tellement d'artifices dans sa musique et sur scène, dans ses costumes à viande et tout ça, qu'en fait, je savais pas qui était la vraie personne derrière, et paradoxalement, il a fallu qu'elle joue un autre rôle dans le Star is Born pour me dire, ah tiens, il y a un être humain derrière, et ça m'intéresse vachement. Donc c'était assez étrange en fait de me dire quand elle est Lady Gaga, je m'en fous, et quand elle est quelqu'un d'autre, je la trouvais hyper touchante. Après dans sa musique, il y a quand même eu un shift à un moment. C'était plus trop les strass et les robes à viande. Il y a eu un shift à un moment dans sa musique où elle était beaucoup plus naturelle. Ouais, j'aime pas trop ce terme, mais oui, sans artifice. Une déconstruction. Sans artifice. Et sans tous ces costumes qui étaient vraiment très bien. Elle avait créé tout un univers vraiment passionnant et très très beau. Mais elle avait déjà construit un petit peu cette image un peu plus sans artifice, sans costume, etc. Donc elle se livrait peut-être un peu plus naturellement, un peu plus personnellement. Donc après oui, ça c'est sûr que tu le vois si t'as écouté sa musique et si t'as suivi sa carrière musicale. Mais c'est vrai que dans la tête des gens, effectivement, c'est les gros artifices, les gros costumes, les gros shows, etc. Mais je pense que le fait de jouer, ça doit lui faire du bien aussi, j'ai l'impression. Que c'est une autre manière pour elle aussi de s'exprimer et de montrer ce qu'elle est capable de faire. Donc, Après, il y a des grandes chanteuses à voix qui sont invitées au cinéma. Il y en a eu pas mal. Hein. Il y a eu Rihanna avec Battleship ou Ocean 8. Pardon, Jerry. Il y a Beyoncé avec Austin Powers ou Dreamgirls. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas des rôles aussi marquants, impliqués que Star is Born. Ouais. Et puis aussi, t'as pas forcément la même chose à jouer quand tu joues Foxy Cléopatra dans Austin Powers que quand tu joues Star is Born. Enfin, je pense que le spectre, il est pas tout à fait le même. Mais moi, j'aime beaucoup Beyoncé dans Austin Powers 3. Je trouve qu'elle a plutôt un bon rythme de comédie. Je pense pas que ça soit une excellente comédienne, mais je trouve que ça marche pas trop mal dans le par exemple, quand on voit la notoriété de ces chanteuses, d'après vous, c'est parce que on leur a pas proposé le bon film, ou vous pensez qu'elles ont peut-être pas ce qu'il faut, comme peut-être Lady Gaga peut l'avoir, ou même Whitney Houston à l'époque, Bodyguard. Ouais. C'est un vrai film, on n'est pas sur de la mise en scène musicale, même s'il y en a dedans. Je pense que la vie est faite de choix et qu'il y a un moment, tu peux pas tout faire non plus. Et en l'occurrence, Lady Gaga a toujours montré une curiosité, une ouverture pour être, comme tu l'as dit, une artiste complète et un peu multitâche. Je pense que même dans son rapport à la mise en scène, elle, dans le personnage qu'elle s'était créé au début dans sa carrière, il y a quelque chose aussi de différent qui n'est pas axé de la même manière, qui n'est pas forcément mieux ou moins bien que ceux de Beyoncé, mais j'ai l'impression que peut-être il y avait moins cette curiosité aussi de la part de Beyoncé, et peut-être que, je ne sais pas comment ça s'est passé sur Dreamgirls, je ne sais pas comment ça s'est passé sur Austin Powers, mais
qui a pas eu aussi le crush pour le métier de comédienne, qui est quand même pas le même que celui de chanteuse ou de... Et il y a aussi un truc, en tout cas, on le sent un petit peu dans le biopic sur Whitney Houston qui est sorti en fin d'année dernière, où à un moment il parle, donc évidemment ça brasse toute sa vie jusqu'à sa disparition tragique, et il y a le petit moment Bodyguard, et où en fait à un moment, donc elle est au sommet et tout, elle fait tiens, j'ai envie de faire un film. Je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais je pense qu'il y a un peu de ça quand même, de dire à un moment donné, quand t'es la superstar pop du monde, ou R&B ou ce que tu veux, mais en tout cas tu es au sommet des charts, tu te dis qu'est-ce que j'ai pas coché à la case film. Du coup tu as plus envie d'ajouter ça à ton palmarès que de flasher sur une histoire, et j'ai l'impression que sur Lady Gaga ça a été un peu l'inverse, c'est qu'en fait elle a voulu justement se mettre au service d'un personnage et d'une histoire, et pas juste cocher la case cinéma. Et moi j'aime bien Bodyguard, mais on sent quand même que c'est un peu une espèce de véhicule pour Whitney Houston, juste pour dire ah oui elle a fait son film quoi, un petit peu. Mais c'est bien fait. Mais c'est bien fait, j'adore Bodyguard. Parce qu'il y a des films qui sont catastrophiques. C'est cohérent, vu qu'elle joue dans Bodyguard, elle joue aussi une chanteuse. Enfin, il y a quelque chose aussi d'assez logique. Quand je pense quand Rihanna, on lui propose de faire Battleship ou même Valérian, il y a aussi, enfin, c'est pas tout à fait la même démarche que d'aller dans un même rôle comme ça. Et bien sûr, mais je veux dire par là que c'est aussi, faut voir les propositions qu'elles reçoivent et ce qu'elles ont la possibilité de faire aussi. Et je pense que Lady Gaga a dû s'affirmer un moment dans cette volonté aussi d'être plus proche du personnage, de le nourrir par ce qu'elle avait vécu elle aussi. Enfin, je pense que c'est toute une histoire d'opportunité, de choix. En parlant d'opportunité, si on poursuit et qu'on termine avec les grandes chanteuses, on a aussi Madonna qui avait joué notamment dans Evita, entre autres. Britney Spears dans Crossroads. Britney Spears. Je ne l'ai pas vu. Les Spice Girls et également. J'ai une bonne anecdote à raconter sur Britney Spears. Oui, c'est vrai, il a une bonne anecdote. Écoute, on t'écoute. Nous sommes en 2002. Alors non. Je suis un jeune journaliste d'Allociné. Britney Spears est à Paris pour Crossroads. Incroyable. Je dis, moi je veux y aller. Et donc on l'a malheureusement pas eu en interview, sinon ça aurait été encore plus magique comme souvenir. Mais en tout cas, j'ai été à la conférence de presse où il y avait quand même le tout Paris. Et j'ai pris mon courage à deux mains, parce que ce qu'il faut savoir en conférence de presse, c'est que donc vous prenez un micro et vous posez votre question devant tout le monde. Quand t'es jeune journaliste, tu es comme ça, mais je le fais quand même pour la déconne, c'est quand même Britney Spears. Et donc je prends mon micro et je fais exactement la question que tu as posée au début, de dire, avec votre background de clip et tout ça, vous avez quand même déjà une approche de l'image, du fait de jouer un rôle, comment vous avez appréhendé ça? Mâchage de chewing-gum de Britney Spears, un film c'est plus long. C'est vrai. C'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est quand même une sacrée réponse. Mais c'est vrai. Et en même temps, je ne peux pas dire qu'elle a tort. Voilà, et ça reste un grand souvenir, cette conférence de presse, parce qu'il n'y avait que des réponses comme ça, en 2 mots magiques. Oui, un peu par-dessus la jambe. Mais il y avait aussi Barbara Streisand, il y avait Tina Turner, il y en avait pas mal. Justin Timberlake, je vais arriver. Alors, j'allais passer du côté des garçons. Il y a eu des garçons. Vas-y. Pardon, juste un dernier truc horrible, Taylor Swift dans Cats. Ah, il y a Taylor J'avais oublié. C'est vrai, ça. C'est vrai. Et moi, j'avoue, j'allais rajouter Queen Latifah, parce que vous l'avez... il y avait effectivement Chicago, mais il y a surtout Hairspray que moi, je trouve très, très chouette. Voilà. Ah, et pardon, Jennifer Lopez aussi. Alors, elle, c'est un peu en dents de scie. Autant il y a eu Anaconda, qui a son petit charme. Et Queens. Et Hors d'atteinte, vachement bien. Et Hors d'atteinte, qui était pas mal du tout. Oh là là, quel enfer. Un jour, je le regarderai avec des copains et des non, franchement, tu te fais du mal là. Et Hustlers aussi, c'était Queens en français, je crois, le titre du film, qui était vraiment un super film. Bon, après, il y a eu d'autres films, là, le film avec Owen Wilson, Marry Me, bon, voilà. Mais non, mais après, je trouve que c'est marrant parce que Jennifer Lopez, c'est un peu... Autant elle a pu faire des bons films, autant elle a pu faire vraiment des bouses horribles. Effectivement, il y en a plein, ça va être compliqué de tout citer, on n'est pas là pour ça. En France, à part Vanessa Paradis, il y en a une comme ça qui vous vient à l'esprit particulièrement, Jeanne Balibar peut-être, mais là on sort de notre ligne un petit peu pop quand même. Ouais, non. Du côté des garçons, tu parlais de Justin Timberlake. Effectivement, dans Social Network. Tout à fait. C'est le seul. Hein. Et dans Alpha Dog, il était vachement bien. Il jouait ultra tatoué de la tête aux pieds. Il était vachement bien. Il avait fait aussi le film d'Andrew Niccol, Time Out. Time Out, ouais. Time Out. Et c'est vrai que Timberlake, il fait partie de ces gens qui ont réussi à switcher vraiment habilement entre les deux. Et ça rejoint peut-être aussi un peu ce que tu dis, ou ce qu'on disait depuis le début. C'est aussi le choix que tu fais des films. C'est-à-dire que si tu coches juste la case cinéma, ou alors peut-être que tu vois, Jennifer Lopez, je pense que
je connais pas la dame, mais à mon avis, elle est un peu compliquée à gérer, je pense, en termes d'ego. Aussi. Et en fait, si tu viens sur des plateaux pour pas te mettre au service d'une histoire ou d'un cinéaste, en fait, ça sert à rien de venir. Et je pense que les gens qui ont réussi justement le passage de la scène chantée au cinéma, c'est les gens qui se mettent au service d'un truc. Et Justin Timberlake, en tout cas jusque-là, j'ai l'impression, après tous les films sont pas forcément réussis, Time Out c'était un peu raté, mais en tout cas à chaque fois il s'est mis au service de quelque chose. On a Harry Styles dans Dunkerque, Ah bah oui. Ouais, par exemple. Et C'est vrai pas qu'il que dans Dunkerque. Non, Ouais. mais là pour le coup, il est pas dans un rôle. Dans Dunkerque, ça va. Voilà, il Moi, est je pas trouve dans un. que dans Don't Worry Darling, c'est un peu plus C'est compliqué. pas bon du tout. Ouais. Dans My Policeman, c'est pas si mal. Pas vu, mais- Pas si mal. Ah oui, c'était bien ça. Et alors, il y en a évidemment qui ont des rôles complets, hein, on l'a dit. Puis je vois dans les notes, il y a des trucs un peu plus qui prêtent à sourire. Keith Richards dans Pirates des Caraïbes. Oui, petit caméo sympa. Aucun Petit souvenir. caméo rigolo. En fait, c'est Il joue aux le- cartes, non Donc C'est Keith pas- Richards, pour tout le monde, c'est le gratteux c'est vrai. des Rolling Stones. Mm. Et il joue le papa de Jack Sparrow Ouais. dans l'épisode 3. Et il y a une partie Oh, je m'en souvenais pas du tout. Ah oui, pas on- du on est poker, vraiment mais sur du du caméo, hein. poker de Ouais. Pirates des Caraïbes, quoi. Il joue le roi des pirates, Ok. carrément. Et c'était un caméo sympa parce que Johnny Depp avait basé son personnage sur lui et c'était un mix entre Keith Richards et Pépé le Putois de mémoire. Et du coup, c'était sympa de se dire ah ouais, si à un moment doit y avoir le papa de Jack Sparrow, il faut que ce soit lui, quoi. Et ça, c'était vraiment un caméo sympa pour le coup. Il y en a qui sont beaucoup plus évidents, mais on a tendance à avoir oublié qu'ils ont fait de la chanson avant. Will Smith, par exemple. Et oui. Eh Oui, oui. c'est vrai. Will Smith était d'abord chanteur-rappeur avant de devenir l'acteur qu'on connaît aujourd'hui. On a des plus vieux aussi. Je pense on qu'il a fait le bon choix. Ouais, Oh, moi, j'aimais bien. c'était du pillage et du plagiat de Stevie Wonder, mais oui, c'était pas mal. Oui, donc c'est pour ça, je pense qu'il a bien mieux fait de jouer l'acteur. On c'est- en a des plus vieux. On a Elvis Presley, on a Frank Sinatra, on en a quand même pas mal qui sont passés par les deux cases. Alors, il y a une grande catégorie qu'on n'a pas abordée. Parce que, pareil, hein, sur les chanteurs, il y en a en France, hein, que ce soit Johnny Hallyday, figurez-vous, mais aussi Marc Lavoine, ou. Là, j'ai mon ordinateur qui Eddie s'est Mitchell. Et chez les femmes, on n'a pas Eddie parlé de- Mitchell. Vanessa Paradis, Van- Et Bruel, Licorice Julien Pizza Doré. aussi. Pardon. Avec les sœurs Haim de Licorice Pizza pour les femmes. Oui, voilà. c'est vrai. Plus récemment. Alors, j'allais passer justement à cette grande catégorie qu'on a un peu laissée de côté pour l'instant, c'est les rappeurs et les rappeuses, même si tu avais un peu abordé avec Queen Latifah. Alors, les rappeurs, Ice-T, Ludacris, Ice Cube, Ice Cube. et il y en a d'autres aussi, évidemment. En France, on a ni plus ni moins que Joey Starr, Oui. qui est Tout à passé fait. voilà, sur des rôles très sérieux. Je pense à Police, par exemple. Exactement. hein. Ouais. Par exemple, C'est un très bon typiquement, acteur. Police, c'est le moment où il se met au service d'un Ouais. truc qui le dépasse complètement, où on lui demande pas de venir en tant que Joe Star, même si après c'est des gens, enfin c'est pas comparable, mais tu parlais de Johnny, ou c'est des gens qui viennent aussi avec leur gueule, avec leur vécu, enfin ils amènent un truc à l'écran et qui se transcendent quand il y a la bonne histoire, la bonne réalisatrice dans le cas de Police. Et c'est vrai que Joe Star dans Police, c'est vraiment, pourtant c'est un cast incroyable. Mais en fait, s'il y a une image qui ressort de Police, je pense que chez tout le monde c'est Joe Star, quoi. Et c'est vraiment très très fort ce qu'il fait dedans. Il y a son ancien acolyte aussi, Cool Chain, Ouais. qui joue dans des séries surtout. mais- Ouais. Et sur le dernier Marshall aussi. Oui, mais non, moi je pensais à Engrenage, où il était plutôt bien dans Engrenage notamment. Et alors, on n'a pas parlé de 50 Cent non plus, hein, Ah. mais quand on parlait de trucs un Get peu Rich or Die autobiographiques. Trying. là, C'est pas mal hein, son film. Hein. comment, Get Rich or Die Trying. et en français, comment c'était Réussir ou mourir. ouais, voilà, tout simplement. Jamie Foxx, on le compte ou pas? Ah bah Avec oui. Ray, mais est-ce qu'il chantait d'abord? Est-ce que tu vois, c'est. Je sais pas si. La vraie bonne question, c'est est-ce qu'on compte Mark Wahlberg, quoi. Alors j'allais dire, dans ceux Ouais, on a oublié, lui, ils ont été ça chanteurs compte pas. avant. Mark Wahlberg. Si. Ça compte, Mark Wahlberg? Ah bah, Mark. En plus, il déteste qu'on lui parle de ça. Et je il crois a eu qu'il une en carrière dans un vraiment boys honte, band pendant ouais. quasiment Ouais, 7-8 ouais. ans, hein, donc c'est pas rien. Et je sais pas, est-ce C'est que c'est ce qui est arrivé, son premier rôle ou son premier passage Je sais pas dans du le tout. Boys Club? Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, il a quand même joué avec Scorsese, Ouais, ça va. Les Infiltrés. On est quand même, tu vois, Mark. ça c'était Débarque-toi. l'époque boys band. Ah ouais, ça fait très boys Ouais. band. Hein. Oh la vache. Ah oui, non, mais c'était. Alors je sais plus ce que c'est dans lequel c'était de boys band. J'ai un trou tout d'un coup. Bah, son frère était dans New Kid on the Block. Ça doit être ça. Donc, et lui, il faisait un truc à côté, non? Je sais plus. En Le tout cas, chat il y avait, va nous le dire. il y avait Donnie Wahlberg qui faisait, je crois que c'était dans les NKOTB. Et lui, Marky Mark. Mais moi, je me souviens de lui comme mannequin pour slip de Calvin Klein. C'était un groupe en fait.
C'était Marky Mark and the Funky Bunch. Voilà, c'est ça. exactement, ouais. Yes, c'était Et là, je vois dans le chat, hein, quand on parlait rappeurs, il y a Coolio qui est sorti. Il y a Attic, Kid Cudi, Snoop Dogg. Cudi, Ah oui, Attic Snoop en Dogg, France. carrément. Donc ouais, les rappeurs, ils en ont fait pas mal. Et c'est souvent des rôles de gars musclés qui envoient des bourpifs, hein, quand même. Ouais. Il y a un peu cette caricature. Mais Attic dans Validé, c'est vrai que. Attic c'est dans un Validé, bon, ouais. C'est un bon exemple aussi de chez Voilà. Il y a aussi eu des apparitions un peu plus trollesques. Comme par exemple, saviez-vous qu'il y a Phil Collins dans Hook? nous. Bah oui, Oui, bah oui. il joue le flic. The Cop. Oui. The Cop, On a des gens comme ça. On a ZZ Top dans Retour vers le futur 3 tout à fait. qui joue le. Il joue au bal On a de, au bal On a de Flea dans Retour vers le futur Et dans Boba Fett. 2 et 3. et 3. Ouais, Flea des Red Hot. On a Daft Punk dans Troll l'héritage. Ah, je viens de trouver une chanteuse française. C'est bien, moi, je suis à 20 minutes. Non, mais Mais vas-y. non, mais on a Camélia Jordana, On a Camilla Jordana, tout à fait. qui en C'était- plus joue de plus en plus et qui, là, est dans une. Qui a été C'était annoncée hier dans une sur série TF1. Disney, bientôt, comédie romantique. Hier, il y avait Parents d'élèves sur TF1. Très bonne séance de rattrapage, si vous voulez. C'est un film très sympa, Parents d'élèves. Et elle est très chouette dedans avec Vincent de Dienne. Ah, je viens de repenser aussi à Sting dans Dune, version David Lynch. Sting qui a fait pas mal d'apparitions comme ça, ouais. C'est vrai qu'on l'avait même pas listé. Après, on a Prince aussi, Prince dans le film Purple Rain. Dans Purple Rain. Ouais, oui, on peut Et considérer. là, il ça. arrive à un moment. Enfin, Prince, si on prend l'exemple de Purple Rain, où il y avait même Michael Jackson pour Moonwalker, c'est qu'en fait, leur personnage Ah oui. pop est tellement énorme qu'en Oui. fait, tu ne peux que Mm. les faire jouer eux-mêmes Mm. dans un film qui est souvent pas très intéressant, qui est très bien chorégraphié, mais pas très intéressant. C'est vrai. Et donc, en fait, c'est des gens qui arrivent pas à se mettre au service, ou qui peuvent pas, hein, je sais pas, mais se mettre au service d'une histoire. Dans les. Attention, c'est la minute EHPAD. Mais j'en ai quelques-uns. Oui, il y a Michael Jackson oui, aussi La violence. dans Men in Black 2. Non, la minute EHPAD vous est présentée avec notamment. Mais en même temps, c'était des grands chanteurs et c'était plutôt des bons acteurs. Si je vous parle, attention, vous pouvez mettre vos grands-parents devant la télé. Serge Reggiani. On avait aussi Jacques Brel dans L'aventure, c'est l'aventure. Tout à fait. On a eu L'emmerdeur. et l'emmerdeur. Sinatra, Dean Martin, on avait parlé d'Elvis tout à l'heure aussi. C'était d'abord des chanteurs avant d'être des acteurs, mais ils l'ont plutôt bien fait. Aznavour, Éline Renaud. Lynn Elle était chanteuse Renaud, avant, non tout à fait. Comme quoi, il y en a Ouais. beaucoup. Mais j'ai l'impression que dans les années 50-60, je peux me tromper, mais typiquement Sinatra, où tu parlais d'Elvis, c'était un peu dans le package. C'est-à-dire que quand tu devenais une espèce d'énorme star de la musique Oui, aux il fallait États-Unis, envahir un peu. il y avait tous ton les- producteur qui disait j'ai signé pour 14 films, ça va bien se passer, tu tournes ça 3 fois par an. Comme ça, en fait, tu as ton visage partout, en fait, et tu deviens ta propre marque. Et donc, en fait, je pense que les films avec Elvis, moi, j'en ai pas beaucoup vu, mais c'est pas des films très intéressants, j'ai l'impression. J'ai l'impression, c'est un de ses regrets aussi de jamais avoir réussi à avoir des. Et Sinatra, pareil, c'est-à-dire que quand il est à l'écran, il joue aussi. Enfin, c'est presque, il a 2 doigts de jouer Sinatra tout le temps, donc de gagner à la fin. Donc en fait, c'est des gens qui n'arrivent pas. On en revient à Lady Gaga au début, à faire ce qu'a fait Lady Gaga sur A Star Is Born. Moi, il y en a un qu'on n'a pas cité, et pourtant c'est un de mes artistes en chanson préférés. C'est David Bowie. David Bowie qui a fait des petites apparitions dans des trucs un peu discutables, comme le labyrinthe. Ah, j'allais dire, je pensais au Prestige, mais c'est pour ça que. Non, c'était- Tesla, il est pas mal. Ah bah il est génial. C'est pour ça que j'étais un peu genre semi-outré en mode non. Ça va. Non, mais après, c'est surtout Furio qu'il avait fait. Mais Labyrinthe, c'est bien, hein, avec Jennifer Connelly. Ouais. Ouais, moi j'aime C'est cheap, bien. C'est cheap quand même. Magic Dance, moi ça me plaît. À un moment, il jette un bébé, je me souviens. Ouais. Il joue le roi des gobelins, je sais plus Bah quoi. oui. Enfin, c'est un truc avec un maquillage Et Ah, une c'est- coiffure. et une coiffure assez permanente, incroyable. Appliquée des anatomes. Quelle est la motivation derrière le fait de mettre des acteurs, des chanteurs ou des chanteuses J'ai ri parce que j'ai pensé l'argent et en fait. Ouais. Non, mais ça peut être Bah, une oui. réponse. Hein. Ça peut être une réponse. Vous pensez que voilà, il y a une. Bah, ça dépend en fait pourquoi on les caste aussi. Enfin, moi je pensais à Queen Latifah, typiquement, je pense que c'est intéressant de la caster dans Chicago vu que c'est quand même une comédie musicale et il y a des passerelles qui sont pareil pour Lady Gaga dans A Star Is Born. Il y a des passerelles qui sont plus logiques que d'autres dans ce sens-là ou Bodyguard. Après, ça peut valoir le coup aussi d'amener un public qui ne serait pas allé. Et là, on peut parler d'Harry Styles. Je pense que c'est un bon exemple. Qui ne serait pas allé voir un certain type de film ou un certain film et du coup d'en ramener. Pour toucher un autre public peut-être. Et tous les caméos qu'on peut voir notamment dans Astérix où il y a Big Flo et Oli, il y a Angèle, etc., etc. Vous pensez vraiment que c'est un truc qui fait aller les gens en salle aujourd'hui ?
Je pense que moi, je peux pas me mettre à la place de ces fans d'Angèle et de Big Flo et Oli, car je ne le suis pas. Mais typiquement, je pense que s'il y avait eu un artiste de mon adolescence qui avait fait un caméo dans un film à l'époque, c'est sûr que je serais allée voir le film en question, quoi. Je pense que ça peut être un argument marketing pour la communauté de fans, en tout cas de ces gens-là. Après, tout est relatif. Moi, je pense pas qu'ensuite, si tu aimes bien juste les gens, ça soit un argument marketing pour y aller non plus, quoi. Mais par contre, aller voir le premier rôle, le gros rôle de quelqu'un qui n'a jamais fait ça au cinéma, ça peut m'intéresser, en tout cas, éveiller ma curiosité. Et il y a même des rôles un petit peu là où on ne les attendait pas particulièrement. Par exemple, Aquafina, qui était d'abord une chanteuse qu'on retrouve dans le MCU. C'était dans Shang-Chi, je crois. Je sais pas, il y a des... Et chez Disney aussi. Est-ce que d'aller voir un film, un polar un peu bourrin, asiatique, avec Johnny Hallyday en rôle titre, ça fait envie ou pas? Parce que ça existe. Oui, c'est Vengeance. C'est Vengeance. Vengeance de Johnny To, ouais. Mais typiquement, je pense sur ce film-là, c'est plutôt Johnny To qui vient le chercher pour voir aussi, parce que quand tu mets Johnny à l'écran, et notamment... c'est Johnny, quoi. Ils s'appellent tous déjà, Johnny. C'est Johnny. Mais quand tu mets dans la lumière qu'avait ce film Vengeance, il y a un vrai truc, parce qu'en plus, il a une espèce de silhouette très particulière, Johnny Hallyday. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, en fait, par rapport à ta question de pourquoi on les met. Si ça vient d'un producteur, souvent, ça va pas être une bonne idée. C'est qu'il va dire, tiens, justement, on va mettre machin pour attirer telle personne ou ses fans, ou ça va nous faire un produit d'appel, ou alors les médias vont en parler. Par contre, si c'est un cinéaste qui dit, j'ai vu ce chanteur-là, et où cette chanteuse est sur lui ou elle, je projette un truc, et je pense qu'on peut faire autre chose que ce qu'il fait d'habitude, là, ça devient vachement intéressant. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on nous dit Johnny Hallyday va flinguer des gens dans un film de Johnny To, c'est un peu camoulox. On est loin de Jean-Philippe, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, ça provoque un truc intéressant. Est-ce que vous avez un chanteur ou une chanteuse que vous aimeriez voir passer la barre au cinéma? Je vous pose plein de questions aujourd'hui. Bonne question. Personne? Moi, j'aime bien, mais je pense que pas grand monde connaît. Moi, j'aime bien Way Yes Blood. C'est une artiste que je trouve incroyable et elle a un univers tout particulier. Je la verrais bien jouer dans un film A24 à un moment, mais je serais curieuse. Voilà. Personne ne connaît cet artiste, je suis désolée, mais vous m'avez demandé, je vous réponds. Mais si, forcément, le chat doit le connaître. Johan, t'as quelqu'un comme ça qui te vient en tête? T'es pas trop musique, mais... Non, je suis pas très musique, mais j'adore les textes de Linda Lemay. Et je trouve qu'elle a une sensibilité qui en ferait une superbe actrice, je pense. Ouais, c'est vrai que là, je lis, on n'a pas parlé de Björk depuis le début. Ah oui, c'est vrai. Et pourtant, Björk, film récompensé, multi-récompensé. De ce côté, vous avez peut-être eu le temps de réfléchir, pas plus que ça. Il n'y a personne qui vous est venu... Aucune. Qui aurait le minimum de talent à première vue pour jouer un rôle important, j'ai aucune idée. Non, vous n'avez pas d'idée. Là, je suis juste curieuse, mais je sens que ça va pas être très glorieux, de voir Dua Lipa dans le prochain film Apple avec Henry Cavill. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, on va donner sa chance et on va voir ce qu'ils peuvent... Enfin, en tout cas, ce qu'elle peut sortir... au ciné, quoi. Enfin, dans un film. Je vois même dans les rappeurs et Orelsan avec Gringe ont eu un film en dehors du documentaire sur Orelsan. Après, pour le coup, c'est un film où il joue vraiment son propre rôle, quoi. Donc, je sais, même dans Bloqué et tout ça, j'ai du mal à projeter Orelsan. Il joue pas, il est juste lui-même, je pense. Ouais. Contrairement à Gringe, qui lui, par contre, il me semble a tenté d'autres choses après. Plus ou moins. Enfin, moi, j'ai pas vu, donc je sais pas. Bah, écoutez, je vous propose de passer à la suite. Acteur. Non, alors, jusqu'au bout, je vais me planter. Chanteur et chanteuse au cinéma. Voilà, c'était un petit tour d'horizon. Moi, mais c'est vrai que, perso, en dehors des films vraiment impliqués, j'ai un peu tendance à trouver que c'est plutôt de la poudre aux yeux qu'autre chose. Je sais pas, c'est plus, en gros, tu vois le film, tu fais « Ah, il y a machin !» Voilà. Et puis ça passe, quoi. Enfin, surtout quand ils ont des apparitions qui durent entre 30 secondes et 10 minutes, tu sais très bien pourquoi ils sont venus. Enfin, faut pas se leurrer. C'est juste pour faire coucou à la caméra, prendre un joli chèque, oui, parfois les caméos, faire plaisir aux copains, aussi, faire plaisir aux faire du placement de produits, peu importe. Mais bon, peu importe la raison. Mais moi, j'aime bien les caméos de Austin Powers. Il y a même des caméos musicaux tout au long des Austin Powers avec Costello, je crois, qui sont vraiment cool et très très bien intégrés. C'est-à-dire que les gens font même de la musique dans leurs caméos et tout. J'aime beaucoup Austin Powers. Je vous propose qu'on passe au petit moment ludique de l'émission. Oui. On enchaîne tout de suite avec le quiz.
Et Megan nous l'a dit tout à l'heure, Qu'est-ce que j'ai dit? demain, c'est la sortie de The Fabelmans. The Fabelmans de Steven Spielberg, ce qui nous a donné envie de jouer un petit peu avec Steven Spielberg. Alors, Il est là. On va alors- jouer avec lui. Ouais. Trop on bien. a J'ai une bien vi- fait on de a- venir, hein. on n'a pas de vidéo, ouais, c'est ça. On n'a pas de vidéo, non, mais on a des questions. Et on va faire ça chacun son tour, puisque ça permet à tout le monde Trop bien. Ça, je de serais pas. jouer. Alors, Moi, il y a- ça me manque les buzzers, hein, vraiment. il y a 3 mécaniques. Vous allez chacun passer. Voilà, ça va être d'abord. On va commencer par toi, tiens, Megan. Ah, allez. Ah, on est en équipe. On va deviner que des films de Spielberg. Ça réduit déjà. Déjà, ça Oui. cible un petit peu. Et du coup. Oui. Non. Je Ah, relis, mais non. je relis les Il n'a- règles pour il n'a être pas vraiment frisé, sûr. hein. Non. Il est là. Tu veux que je les donne ou... Non. On va jouer sur les plans de fin, Ah, sans rien spoil. C'est de ta faute, Johan. trop bien. On va jouer sur les plans de fin. Et Megan, on va te demander. Mais qu'est-ce que c'est comme film celui-là? Si tu trouves pas, tu peux demander 4 propositions pour un seul point. Sinon, c'est 2. C'est ça. C'était les règles. Si tu donnes ta langue au chat, on va te filer 4 propositions. Ok. Bah, donnez-moi les 4 propositions. S'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est Pentagon Papers? Est-ce que c'est Le Pont des Espions? Est-ce que c'est Arrête-moi si tu peux? Ou est-ce que c'est Munich? Arrête-moi si tu peux. Et c'est une bonne réponse de Megan. 1 point. On passe. J'avais un doute. On a fait exprès hein, de Ouais, faire. bah, même oui, les oui. propositions, elles sont un peu piégeuses. Évidemment. Julie, Oui. attention, c'est quoi ce film? Petite musique d'ambiance. Voilà, c'est Ouais. toi. Je suis dans un film de Steven Spielberg. Ça serait nous, ce serait bien. En fait, on avait la réponse, mais... Alors, c'est quoi ce film? C'est compliqué. hein. C'est la dernière image du film. Vache, c'est chaud. Directed Merci, by Johan. Merci. Steven Spielberg. Tu l'as direct? Ah non, Non, je tu l'as remercie Johan pour cette idée de jeu compliqué. Haha. C'est trouvé dans le chat. 4 Ah, bravo. Si tu give up, je te donne 4 propositions. Je vais prendre les propositions. Est-ce que c'est Always? Ce n'est pas Always. Je prends les propositions. Oh, t'as pas le droit de faire ça. Est-ce que c'est Cheval de guerre? Est-ce que c'est Minority Report? Est-ce que c'est Le Terminal? Ou est-ce que c'est Le Bon Gros Géant? Je l'ai vu qu'une fois au cinéma. Et je me. Minority Report. Ouais, les chevals de guerre. Mais. Tu dis Cheval de guerre? C'est une mauvaise réponse. Minority. Minority C'est Report. Minority Ouais. Report. Bonne La réponse. maison, Ouais. excentrée de la fin. Tout à fait. Raté. Mathéo, petit baptême de quiz. D'accord. Bah, effectivement, je vois que c'est facile. Tu vas voir après, il y a d'autres En plus, mécaniques. on précise pas, mais c'est pour les myopes d'entre nous, c'est pas si simple. L'image Ouais, est pas ouais. tout à côté. Ah, on peut essayer de la mettre en plus gros plan pour le coup. Attention, Mathéo. Dernier plan d'un film de Spielberg. C'est quoi ce film? Pour J'ai deux, un doute de pour fou. 2 points, si tu me le donnes comme ça, en cash. Ah, je l'aurais. Je vais pas le tenter en cash. Je veux bien les 4 réponses. Tu veux les 4 Ouais. propositions? Alors, tu as le choix entre Hook, entre L'Empire du Soleil, Indiana Jones et la dernière croisade ou 1941. J'ai envie de tenter Hook. Et c'est une bonne réponse. Hook, alors là, on le voit pas, mais il y a la petite silhouette de. Donc, la flûte. Fun fact, je suis venue en émission avec un t-shirt avec cette image Ouais, déjà. Ouais, C'est ma première c'est émission. c'est peut-être pour ça que tu l'as pas eu, toi. Oui, bah Elle c'est est sûrement pour colère. ça qu'on me l'a pas mis. Quand elle a vu l'image, elle est devenue colère. 1 point pour Mathéo. Johan, qui Oui. fait le malin. Bonjour, non, pas du tout. Alors, c'est quel film, ce dernier plan d'un film de Spielberg? Pas facile tout ça. Alors, est-ce qu'on peut zoomer s'il vous plaît, un tout petit peu. Enfin, en même temps, on voit une ville et un Ah. pont. Hein. C'est Ah, ah. la vache. La vache. T'as le droit au cash ou t'as le Ah, droit c'est mieux comme ça. à avoir 4 propositions. Le cash, c'est 2 points et Ah ouais, 4 ouais, propositions, c'est 1. Mais je pense que les propositions, ça va pas aider parce que ça va être des trucs trompeurs, donc ça va pas du tout aider. J'ai envie de tenter complètement fou le terminal. Et ce n'est pas le terminal. J'aurais dit ça aussi. Ah, Donc, je vais te proposer
La guerre des mondes, Ready Player One, Non plus. AI, intelligence artificielle, Non. ou Munich. Ce serait la fin de Munich? Je sais pas, c'est sa réponse? Ouais, j'aurais dit Munich. C'est votre dernier mot? Ouais. Et c'est une bonne réponse. Un point pour bravo. Johan aussi. Oh la vache, j'ai complètement aucun souvenir que Bah ça non, il finissait a comme ça. tenté en cash, il a pas Ah oui, de non, je l'ai tenté en cash, j'ai pas de points. Je prends pas de Moi, points. j'ai tenté en cash tout à l'heure. Ah oui, aussi, bon, hein. alors c'est Paul qui compte. Moi, dans ce cas, j'ai pas suivi. Je prends pas de points. Ça nous fait Nous, un ouais, point mais j'ai pour pas l'air- Mégane, un point pour Mathéo, 0 pour Julie, 0 pour Johan. Point des losers. Non, mais c'est dur. Deuxième mécanique, rassure-toi Mégane, ça change. Oui. On va vous mettre un extrait sonore. Oh non. Il va falloir trouver quel Je suis film nulle. de Spielberg Je suis nulle à c'est. ça. C'est ce qu'on appelle Est-ce que je pourrais avoir un extrait un peu plus long que la dernière fois, s'il vous Alors, on va plaît? voir. Mais je crois que c'est de la musique cette fois, non, mon cher Paul? Ouais, un peu remixé. Ouais, c'est de la musique un petit peu remixée. Ah ouais, d'accord. Mégane, tu joues toute seule, et si Ouais. tu n'as pas la réponse, tout le monde pourra jouer. Ok. On est parti. Jurassic Park. C'est une Incroyable. version spéciale de Jurassic Park, mais c'est un point du côté de Mégane. Ça donne envie de danser. Ouais. Oh, avec un dinosaure. Avec un dino. Julie, c'est quoi ce film? Ah oui. Pardon? E.T. C'est une bonne réponse. Horrible. C'est Qui a une fait ça version pas jolie C'est ça. de E.T. Voilà, parce que nous on aime bien massacrer John Williams. Quoi. Juste pour le plaisir. Je serais pas étonnée. Évidemment, on met pas forcément tout le temps le thème directement. Horrible, quoi. Mathéo, même question. C'est la musique de quel film? Ah, ça va. Indiana Jones. C'est Indiana Jones, bonne réponse. J'avoue que je découvre Avec les les beats, là, les comme ça. versions en même temps que vous. Oh putain, je l'ai pas. Ah oui, Oui, je l'ai pas reconnu. voilà. C'est horrible. Le c'est petit normal. musique en arrière, j'ai reconnu, mais c'est pas facile en vrai. Un point pour Mathéo. Johan, Oui, défaite, ça sent la défaite. attention, est-ce que Mais tu non. nous as dit que tu étais à fond la musique et tout Ah ça? oui, normalement, ouais. Ouais. C'est la musique de quel film? Ah, j'ai. Ah oui. C'est horrible. Moi, j'ai aussi. Ouais. Oh putain. Attends. Ah, c'est horrible. Par contre, jamais sorti ça, hein, vraiment. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il revient pas, il revient pas. Rencontre du troisième type. C'est ça. Oh putain, j'avais la Non, petite c'est mélodie qui revenait. C'est ça? C'est atroce. C'est Rencontre du 13e. Ah, ok. Moi, j'ai reconnu, j'ai trouvé Ready Player One, moi, au niveau du rythme, mais après. Ah non, c'est le tout. Ouais, mais c'est justement C'est le Ouais, non, mais remix c'est qui ça, t'a ouais. C'est le apporté, remix qui ouais, t'a ouais, je induit en pense. erreur. Horrible. Et j'aime bien mon lapsus, la rencontre du troisième trip. Ouais. Pour la musique. C'est Moi j'aime bien. exactement Moi j'aime bien les jeux de mots pourris Ah. aussi. Hein, donc c'est un point pour Johan. Et enfin, on a 2 points pour Mégane, 2 points pour Mathéo, 1 point pour Juliana, 1 point pour Johan. Je vous propose la 3e mécanique de quiz du jour. Ce sont des affiches de films de Spielberg, mais réimaginées par une IA. Oh non, pas encore. Oh. Et on a essayé de mixer ça, vous allez voir, avec des grands mouvements de la peinture. Sinon, c'était pas marrant. Ok. Mégane, c'est toi Ouais. qui commence. Yes. C'est quoi comme film? Avec, West Side Story. c'est West Side Story avec un style qu'on a demandé impressionniste. All right. Un point, facile. Oui, j'ai eu de la chance. Juliana, Moi, je veux bien en grand parce que je vois rien. on va passer en grand aussi. On va te demander quel est ce film à base. C'est Jaws, les dents de la mer, à base de cubisme. Très bonne mal. réponse. Mais Eh, mais c'est ça une fait- belle. Elle est pas mal l'affiche. Ouais, hein. pas mal, là, pour le On coup. a été assez contents quand Franchement, l'IA nous a proposé ça. On va voir ça chez moi. Mathéo, C'est l'IA. donc je me tourne vers toi. Alors que vous voyez la réponse, les dents de la mer, Jaws en version originale. Mathéo, une affiche de Spielberg, mais réinterprétée comme si c'était du Van Gogh. C'est stylé, hein, Mais, les résultats. C'est pas Minority Report, on a rien. Alors, ce n'est pas Minority Ready Player Report. One non plus. Pardon. Ready Player One. C'est Ready Ah, Player putain, One c'est cette bon, fois. mais j'ai- Je sais pas, Paul, si tu accordes la réponse de la deuxième. Malheureusement, non. Et Non, c'est malheureusement, l'intro non. derrière qui m'a perturbé. J'étais en mode, ça fait pas Ready Player One, mais effectivement. Ouais, c'est c'était super. vraiment au niveau du casque qu'il fallait. Mais il y avait un petit piège. Du coup, on se retourne vers Johan.
Il nous manque une affiche de film interprétée dans un style que on sait plus ce que c'est. Ah, d'accord. Waouh. Oula. Ah, je pense que j'ai en vrai. Si, ouais, je pense que j'ai aussi. Une seule réponse, Johan. La guerre des mondes. Et c'est La guerre des ouais. mondes, bonne réponse. Avec le Le tripode. Mm. Je sais plus ce qu'on avait mis, surréalisme ou un truc comme ça, je sais plus. avec le gros soleil derrière, ça aurait pu être l'Empire du Soleil. C'est vrai aussi. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, score total. Enfant différent. Quoi. Mathéo, Johan et Juliana, vous êtes à 2 et c'est Mégane qui remporte le quiz avec 3 alors points. là. La meilleure. Comme quoi, Non, mais j'en ai eu des faciles, hein, vraiment. et c'est le hasard. C'est le jeu. En tout cas, c'est toi qui remporte le quiz et tu as du coup Le droit de faire le journal des sorties. exactement juste après le jingle. Yes. On est bien. Alors, le journal des sorties, c'est un peu la Ah, sélec là, on est bien. et les recos de votre week-end que vous comptiez sortir pour aller au ciné ou dans le confort de votre canapé. Voici une sélection de 5 sorties de la semaine et on va faire un petit tour de table à chaque sortie et vous me direz votre niveau de hype. Attention, ce sont que à base d'étoiles hallucinées, entre 1 et 5 et il n'y a pas de demi. Il n'y a pas de journée, elles ne font que 24 heures. Il y a une réponse à donner, tu vois. D'accord. T'es mal. Parce que pourquoi? Après, on additionne tout et on fait une moyenne Très par bien. plateau. Parfait. Et la première sortie, c'est au cinéma, Mégane. Bah, on en parlait, Steven Spielberg, donc, qui revient avec The Fabelmans, qui est un film incroyable. Je l'annonce tout de suite, c'est 5 étoiles. Donc c'est Steven Spielberg qui nous livre sa vie, son œuvre, son amour du cinéma à travers un portrait profondément intime de son enfance aux États-Unis, avec une histoire familiale, une histoire de cinéma, une histoire de passion, une histoire d'envie. Donc c'est vraiment l'histoire professionnelle et personnelle de Steven Spielberg. C'est un film qui est incroyable, vraiment, il faut aller le voir, il faut aller soutenir ce film, soutenir ce cinéma et soutenir ce cinéaste. Il y a 1000 idées à la seconde, tout est brillant, tout est émouvant et c'est un film tellement sincère, ça fait du bien de revoir des films aussi sincères et authentiques au cinéma. Donc vraiment, c'est une vraie expérience. S'il vous plaît, allez voir ce film. The Fabelmans, qui commence avec 5 étoiles du côté de Mégane. Mathéo, Alors moi, en termes d'attente, parce que du coup, je ne l'ai pas encore vu, ça serait 5 étoiles. 5 étoiles Un aussi. nouveau Spielberg, et en plus, c'est un film très personnel, du coup, de ce que je comprends et des trailers que j'ai vus. Donc, ouais, très chaud. Je me tourne de l'autre côté du plateau. Combien d'étoiles de la hype, Juliana? Alors je l'ai vu et j'ai Ah oui, je l'ai adoré. Enfin, je trouve que c'est un film incroyable. Je savais pas du tout ce que ça allait donner avant d'y aller. J'avais eu assez peu de retours ciné que c'était très très bien, mais je trouve que c'est un film très intime, parfois assez dur et en même temps assez lumineux à d'autres moments. C'est un équilibre qui se tient parfaitement. Je trouve que c'est incroyable. Enfin, ça dure 2h30, je crois, ou 2h40. J'aurais pu en prendre 2 heures de plus, ça ne m'aurait pas dérangé. Et pourtant, je suis quand même assez vite ennuyée. Mais je trouve que tu l'as dit, c'est incroyable. Enfin, moi, c'est probablement mon film préféré de l'année avec After Sun, que j'ai vu en 2022 les deux. Mais je trouve que c'est incroyable. C'est encore plus incroyable quand on aime le cinéma de Spielberg. Mais même si vous n'êtes pas spécialement fan de Spielberg, je pense que c'est un film très émouvant, très intime. Et c'est formidable. Formidable. Et vous, regardez l'émission d'Allociné pour laquelle Maximilien m'a gentiment invité pour parler de Spielberg sur le site d'Allociné. Voilà. Du coup, c'est 5 étoiles, j'imagine? C'est 5 étoiles. Très bien. Johan? 5 étoiles également, sans surprise. Au-delà de tout ce qui a été dit, on a beaucoup parlé de l'intime, il y a aussi toute la partie cinématographique. Et en fait, on comprend d'où vient... Il me pique mes répliques. Non, mais Vas-y. d'où vient le monsieur qui nous a fait rêver, en fait, qui est juste le plus grand raconteur d'histoire qu'on ait connu. Et notamment, on le voit un petit peu dans la bande-annonce, il y a son film de guerre qu'il a fait quand il est gamin, et je pense qu'il l'a refait plan par plan. Et en fait, on se rend compte à quel point, je ne sais pas comment c'est possible, mais le mec a été touché par les dieux du cinéma. C'est-à-dire que dès qu'il est petit, il comprend le langage du cinéma. Et c'est assez dingue quand tu revois les trucs et tu dis, le gars, il avait eu 12 ans quand il a fait ça. Et en fait, dans le film, on n'en voit que 5 minutes. Et en fait, le film dure 2 heures normalement. Son premier film de guerre qu'il a fait gamin. Et c'est juste incroyable. Et le plan de fin... Et je n'en dis pas plus, mais c'est un des plus beaux plans de fin que j'ai vu depuis très 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 longtemps. Il est à la fois drôle et méta.
Incroyable. Parce que oui, du coup, je l'ai vu aussi. Avant de le voir, pour moi, c'était plutôt un 4 étoiles. Parce que le sujet un peu intime de se raconter comme ça, je trouvais qu'il y avait une démarche un peu peut-être un peu plus surprenante. Et puis une fois que je l'ai vu, je suis à 5 étoiles et j'ai hâte qu'il sorte pour pouvoir retourner le voir même. Donc voilà, vous l'avez compris, ce film va se planter en salle et c'est dommage parce que c'est sans doute un des meilleurs France, films de l'année. Pour le coup, parce que la France en général, c'est comme pour Babylone, on s'en sort plutôt bien par rapport aux US en tout cas. Mais West Side Story s'était planté, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai essayé de faire un petit sondage autour de moi et en fait, en tout cas, les gens de mon entourage qui ne sont pas représentatifs, mais me disent en fait, en voyant la bande-annonce, je ne comprends pas de quoi ça parle. Oui. Et l'affiche, qui je pense est jolie pour des cinéphiles, elle ne vend rien. C'est pas faux. On ne comprend pas l'affiche du film non plus. Et en fait, c'est un projet hyper dur à vendre, de dire c'est un film sur le mec qui te fait des films. Mais faites cette démarche-là et vous prendrez une grosse claque cinéma. Mais c'est pour ça que c'est important, je pense, d'en parler et que le bouche à oreille fonctionne pour le coup. C'est que effectivement, si les gens ne comprennent pas spécialement de quoi ça va parler, ça parle de la vie en général, de la famille, de la passion de ce petit garçon qui est Steven Spielberg pour le cinéma. Mais au-delà de ça, ça parle de beaucoup de choses très universelles. Allez-y, quoi. Mais ça parle de famille décomposée, recomposée. Ça parle d'antisémitisme. Ça parle du cinéma. Ça parle du cinéma de Steven Spielberg. Ça parle de l'évolution des technologies aussi, ça parle de comment l'art te déchire. Il y a toute une scène avec son oncle dans la chambre qui est le discours de l'oncle est fabuleux où il dit tu seras déchiré entre ta famille et ton art et toute ta vie et machin, et c'est après des trucs qu'on retrouve dans l'œuvre de Spielberg. Et ça explique beaucoup de choses des films de Steven Spielberg, et même là il y a quelques scènes où tu revois, tu te dis ça c'est la version proto-alpha de Il faut sauver le soldat Ryan, ça c'est la version, on voit tout à travers ça. Voilà, si vous aimez le cinéma de Spielberg, en tout cas, c'est un coup de cœur. Si vous aimez le cinéma tout court. C'est pas faux. C'est un coup de cœur de No Spoil, hein, tout simplement. Je crois que c'est le premier 5 étoiles qu'on a depuis le lancement de l'émission. C'est pas rien. Toujours au cinéma. Toujours au cinéma, un film qui s'appelle À la belle étoile de Sébastien Tullard et avec Riyad, donc qui incarne un jeune homme qui est passionné de pâtisserie, qui est malheureusement baladé entre famille d'accueil, foyer, etc. et qui a bien du mal à se dire qu'il va pouvoir réaliser son rêve, donc devenir pâtissier et côtoyer les plus grands chefs étoilés, mais il va se donner les moyens d'arriver à accéder à ce rêve-là. C'est un film qui a été présenté au Festival de l'Alpe d'Huez, dont j'ai eu de très bons échos, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais que je suis très curieuse de découvrir. Donc, on va voir quand il sera sorti au cinéma demain. Combien d'étoiles, Mégane ? Combien de belles étoiles, là, du coup ? De 3 belles étoiles, parce que j'aime la pâtisserie, j'aime les belles histoires. J'aime les étoiles. Donc, non, je suis curieuse et franchement, j'en ai eu des bons échos à l'Alpe d'Huez, donc curieuse. Mathéo, combien d'étoiles pour toi ? J'avoue que moi, ça va être un peu sévère, mais ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc, techniquement, ce serait presque un 1 dans le sens où le minimum. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est vraiment le niveau d'envie. Il est peut-être très bien, j'en doute pas, mais c'est vrai que sur le papier, moi, c'est pas un film et un sujet qui m'intéresse. Donc, ce serait 1 étoile. 1 étoile. Du côté de Juliana. J'adore la pâtisserie. J'adore le cinéma. Je vais mettre on a le droit au demi ? Non, on n'a plus le droit, malheureusement. 3. On a dit 3 étoiles, ça va. 3. Johan. Je suis sur un petit 3. Un petit 3. Petit 3. C'est un 2,5, quoi. Mais c'est un 3. Mais dans les chiffres, ça va compter comme moi. 3. Eh bien, je vais faire du travail d'équipe parce que je mettrai 2. Comme ça, très bien. Voilà, personnellement. Coupe la poire en 2. Je ne suis pas la cible, c'est ce qu'on disait. Et c'est de la pâtisserie et c'est un dessert. Il a coupé la poire en 2. C'est sans doute très bien, mais je ne suis pas la cible. Ce qui nous fait un total de 2 étoiles pour À la belle étoile. Toujours au ciné. Toujours au cinéma. Autre film français, Arrête avec tes mensonges, qui réunit un duo assez éclectique, Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo. Et c'est un film qui va amener un romancier à retourner dans sa ville natale parce qu'il a accepté de parrainer le bicentenaire d'une célèbre marque de cognac. Pourquoi pas. Pardon. Et je m'étouffe. Et Guillaume de Tonquédec. J'ai pas bu de cognac. C'est le petit-fils de Belmondo, du coup ? C'est le petit-fils de Belmondo. Le petit-fils ? Qui ressemble vraiment sur la fiche. On dirait son grand-père. Ouais, il ressemble vachement. Désolé. Est-ce qu'on pourrait amener un verre d'eau à Mégane, s'il vous plaît ? Non, juste qu'il faut, t'inquiète. Okay. Et du coup, en revenant dans sa ville natale, il va retrouver le fils de son tout premier amour. Donc forcément, ça va ramener énormément de souvenirs en revenant dans cette ville natale et ça va amener des situations assez cocasses. Combien d'étoiles de la hype, Mathéo ? Merci. Pour être honnête, ce serait pareil, 1 ou 2 étoiles, parce que je ne suis pas spécialement la cible. J'irai peut-être le voir de nouveau, mais on va dire 1 étoile. Si j'ai mis 1 étoile avant, je vais rester sur 1 étoile. Tu restes sur 1 étoile.
Mégane, ça va mieux? Oui, merci. Pour donner tes étoiles? Une étoile. Une étoile aussi seulement. Juliana? 2 étoiles. 2, ça monte un petit peu de ce côté-là. Johan? Moi, je suis embêté parce que j'ai découvert la bande-annonce hier soir, pour être tout à fait honnête. Et en fait, elle en dit trop. Oui. Donc, en fait, je me suis dit, bon, la bande-annonce est chouette, ça a l'air d'être un joli moment et tout ça. Et donc, je suis plutôt sur 2 parce qu'en fait, la bande-annonce m'a pas donné envie d'aller au-delà de ce que j'ai vu, quoi. Et personnellement, c'est un film que je verrai peut-être, mais pas au cinéma. Ce sera donc 2 de mon côté. Ce qui nous fait un total, là, pour Arrête avec tes mensonges, de 2 étoiles. Apparemment, on a un chouchou cette semaine. On passe du côté des plateformes avec sur Netflix. Sur Netflix, un film qui sort le 24 février qui s'appelle We Have a Ghost. Donc, c'est une histoire de fantôme, comme son titre l'indique. C'est un film de Christopher Landon qui avait notamment fait Happy Birthday. Il y a un très bon casting quand même. Il y a David Harbour donc de Stranger Things. Il y a Anthony Mackie. Il y a Jennifer Coolidge. Des gens cool qu'on aime bien. Après, l'histoire est Anthony assez Mackie, simple. c'est Captain America. Falcon. La version Falcon actuelle, qui devient Captain America, exactement. Et donc, c'est l'histoire d'une famille qui va se lier d'amitié avec un fantôme, tout simplement, quand ils vont emménager dans leur nouvelle maison. Et donc, ils vont essayer de retrouver les éléments du passé de ce fantôme pour qu'il puisse un petit peu se libérer de ses tourments et aussi essayer de le sauver de la CIA. Voilà, donc c'est une comédie familiale sur Netflix. We Have a Ghost. Combien d'étoiles de la hype, Mégane? 2 pour Jennifer Coolidge. 2 pour Jennifer Coolidge. Mathéo? Ça serait 2 aussi. 2? Ouais. J'allais sincèrement dire 2 pour Jennifer Coolidge, donc 2. Ça suffit, là, le Dolby, là, de chaque côté? Johan? Moi, j'ai envie de mettre un 3 parce que ça me rappelle, pour les gens qui ont grandi dans les années 80, il y avait une trilogie qui s'appelait House. Il y avait House 1, House 2, où on voyait des mains, une main coupée de mort-vivant faire 2 comme ça. Et le 3, je crois que la main sonnait à la porte. Et c'était pareil, des gens qui emménageaient et qui découvraient un fantôme et des fantômes pas si méchants. Et après, il y avait un peu plus d'horreur. Mais la vibe me rappelle ça. Donc, et j'aime bien le titre. We Have a Ghost, je trouve ça con comme titre. Donc 3 pour ça. Alors moi, pour le coup, je vais être le plus sévère de vous tous. Ça ne m'attire pas du tout, voilà, tout simplement. Et ouais, moi aussi, ça me rappelle un film des années 90, mais qui s'appelle Fantôme contre Fantôme, de Peter Jackson, et je vous conseillerais plutôt de regarder ça. Donc 1 étoile pour moi, ce qui nous fait un total de 2 étoiles du côté de We Have a Ghost. On va finir avec Prime Video, cette sélection de 5. Prime Video, oui, avec un film qui nous vient aussi tout droit du Festival de l'Alpe d'Huez et qui s'appelle BDE. C'est un film de et avec Michael Youn. Il y a aussi Elena Noguera et Lucien Jean-Baptiste, pour ne citer que. Tout simplement, le BDE, c'est le bureau des étudiants. Donc, c'est une histoire qui revient sur 4 potes d'école de commerce qui étaient un peu les anciens chefs du BDE, qui se retrouvent chaque année pour un week-end de teuf. Cette année, ils décident d'aller au ski, sauf qu'ils vont se retrouver confrontés à des étudiants de leur école de commerce qui sont en plein week-end d'inté, voilà, avec les nouveaux chefs du BDE, les nouveaux rois du BDE, et donc ça va être un peu un choc des générations en vue. Combien d'étoiles de la hype, Mégane? 1. 1 étoile pour Mégane. Je pense que c'est pas mon humour. Voilà. Je ne suis pas la cible. Je suis pas la cible. On vole mes répliques aujourd'hui. Mathéo? Ce serait 2. Je pense que je mettrais dans la même catégorie que le film Netflix d'avant. 2 pour toi, du coup. Ouais. Juliana? Ce serait les journées ne font que 24 heures si je le pouvais, et c'est un 1. 1 étoile. Johan? Pour moi, si on était juste après Fatal, je dirais 5. Si on est juste après Divorce Club, je dis 0. Donc en fait, je suis obligé de dire 3. Une espèce de moyenne entre les deux pour me dire je relâche une chance à Michael Youn. On est plus proche de Divorce Club qu'en termes de date. On sera plus proche de Divorce Club. Oui, c'est ça. Et ça a l'air d'être un peu un projet X mélangé à mes pires projet voisins. X et puis nos pires voisins, ouais, c'est ça. Nos pires voisins, ce j'y pense mélange-là, aussi, ouais. J'aurais 1 étoile, moi, personnellement. Donc, au final, ce BDE sur Prime Video fera lui aussi 2 étoiles. Tout le monde est rhabillé pour l'hiver. On va pas se quitter comme ça, puisqu'il nous reste encore un petit quart d'heure. Et il nous reste toutes les sorties en bref. Oui, alors là, je m'adresse aux fans de Demon Slayer. Il y a To the Swartsmith Village, qui sort au cinéma. Donc, je crois qu'il y a plusieurs épisodes qui sont retranscrits au cinéma. Donc là, c'est les épisodes 10 et 11 de l'arc Le Quartier des Plaisirs. Là, je m'adresse vraiment aux fans, parce que moi, je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de voir Demon Slayer, mais on ne fait que de me la conseiller, cette série, donc compliqué. Et le film Le Train de l'Infini. Et le film Le Train de l'Infini, il paraît qu'il était super aussi, donc
faut que je rattrape. Ça fait partie de mes de mes œuvres à rattraper, malheureusement. Mathéo, les animés, t'en fais un peu sur ta chaîne? Très peu, pour être honnête. J'ai pas le temps, en fait. Faut être Ouais, honnête. faut c'est choisir ses compliqué. sujets. Ouais, c'est ça. Et surtout, c'est toujours des séries avec 50 épisodes par saison. Enfin, c'est un vrai délire. Donc, Ouais, voire plus dans le cas de One Piece. Du côté de Juliana, c'est un Je connais truc- pas du tout, je Non. suis intriguée, donc j'irai peut-être. C'était au cinéma, Au d'ailleurs. cinéma, ouais, donc demain, toujours au cinéma, Missing, disparition inquiétante. Alors ça m'intrigue beaucoup parce que c'est la suite de Searching, portée disparue. Je sais pas si vous je vais y arriver. Si vous vous souvenez de ce film, donc c'était, en fait, c'est vraiment une enquête à travers l'ordinateur, les réseaux sociaux. Et donc là, ça reprend exactement le même principe. En plus, c'est avec une actrice que j'aime bien, qui est Storm Reid, qui joue la petite sœur de Rue, donc Zendaya dans Euphoria, et qu'on retrouvera dès lundi dans l'épisode 7 de The Last of Us. Donc c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et donc en fait, elle va jouer une jeune femme qui va essayer de retrouver sa mère disparue à travers les réseaux sociaux parce que la police traîne un petit peu, le FBI traîne un petit peu, et donc elle va rechercher sa mère qui a disparu pendant des vacances en Colombie, pardon. On passe du côté de Netflix. Du côté de Netflix, là, il y a la saison 3 de Outer Banks qui arrive dès le 23 février. Toujours 10 épisodes, toujours des jeunes qui sentent bon le sable, le sel, la mer, et qui vont toujours chercher un trésor. C'est les Goonies, quoi, mais version ado. Version ado. Sur Netflix, un truc qui m'intrigue, il y a un rapport avec le Miyazaki ou pas du tout? Aucun. Aucun. C'est une adaptation d'un manga, mais ça n'a aucun rapport avec Miyazaki. Ça s'appelle Call Me Chihiro. C'est un film qui sort le 23 février et qui raconte l'histoire d'une ancienne prostituée qui décide de changer de vie. Ah oui, c'est pas et Miyazaki. qui va... Pas du tout. Non. Qui décide de changer de vie et qui va travailler dans un magasin de bento et qui va devenir un peu une sorte de psychologue pour des âmes esselées, pour des gens solitaires qui viennent dans son magasin. Et donc, il va y avoir ce rapport de discussion et de manière de se livrer sur ses sentiments entre âmes esselées. Et j'ai pas entendu film ou série? C'est un film, pardon. Un film. C'est un film. C'est un film, Call Me Chihiro, sur Netflix. On passe du côté de MyCanal. Du côté de MyCanal, c'est le retour de la série Your Honor, donc pour sa saison 2, série avec Bryan Cranston, qui avait été un énorme carton il y a 2 ans quand la première saison est sortie. Ça revient le 23 février sur Canal, 2 épisodes par soirée, 10 épisodes en tout. Donc Bryan Cranston qui incarne un juge qui a vraiment... usé de moyens illégaux pour sauver son fils qui était impliqué dans un accident de voiture qui malheureusement impliquait un mafieux. Voilà, donc c'est une superbe série qui est un remake d'une série israélienne. Normalement, ça devait être une mini-série, mais vu le succès, saison 2, et donc elle débarque le 23 février sur MyCanal. On parle souvent d'affiches quand elles sont ratées, celle-là est plutôt pas mal. Hein. Pas mal. Très belle Moi, affiche. j'ai vu le premier épisode de la saison 2. J'avais adoré la saison 1. J'étais chaque semaine comme un fou. J'ai l'impression qu'il tire un peu trop le truc là. Il si tire un c'était peu. prévu en série limitée. Voilà, j'ai c'était pas bien, vu, moi, c'était du bien de coup. s'arrêter Ouais. en mini-série là, de se dire tiens on part sur une saison de machin, même si Cranston il fait encore le taf et tout ça, mais c'est après il y a Michael Stuhlbarg qui est mon acteur préféré C'est du trop bien. moment, qui a une sorte de Joaquin Phoenix en mieux, alors que Joaquin Phoenix est déjà tout en haut. Ouh là là. Voilà, je m'embarque sur un truc. Attention. Non, mais moi je le trouve Attention. encore mieux que Joaquin Phoenix que j'adore. Ok. Et Michael Stuhlbarg, chaque fois qu'il fait un truc, je le trouve fascinant. Et donc c'est lui qui joue le mafieux du truc et il est incroyable. dedans. Your Honor, saison 2 à retrouver sur MyCanal. On passe du côté de Disney+. Du côté de Disney+, une série qui s'appelle Anatomie d'un divorce. C'est une série en 8 épisodes qui sort dès le 22 février. En gros, c'est la remise en question d'un quarantenaire qui se retrouve à devoir s'occuper de ses enfants quand son ex-femme se barre et disparaît. Donc, il va devoir gérer les enfants, les problèmes, la vie professionnelle, la vie personnelle. Donc, après la disparition de son ex-femme, on a un très beau casting. Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzie Kaplan, pour ne citer que. Donc voilà, c'est une série que j'ai très hâte de découvrir. J'ai pas encore eu le temps de regarder la série, mais j'ai hâte de voir ça. Anatomie d'un divorce sur Disney+. L'affiche est jolie. L'affiche est trop belle. On Ouais. passe à un petit nouveau, Paramount+. Paramount+, oui. Disponible via MyCanal, hein, si vous pouvez rajouter des sous-sous à tous vos abonnements que vous avez déjà. Donc Paramount+, alors là, c'est pour les fans de Teen Wolf, pardon. On a déjà la série Wolfpack, donc nouvelle série de loup-garou en 8 épisodes par le créateur de Teen Wolf avec Sarah Michelle Gellar alias Buffy. Et donc là, nouvelle histoire d'ados qui deviennent des loups-garous et qui vont
Pourquoi tu Non, préfères mais c'est le naturel. d'ados qui deviennent des loups-garous et Non, ça qui attaque. vont et qui vont se retrouver face à un ennemi, notamment un gros méchant loup-garou, mais aussi quelqu'un qui fout le feu à la forêt à Los Angeles. Donc il y a aussi un peu ce côté sauvegarde de la faune et de la flore, voilà, et danger aussi bestial, voilà. Et du coup, c'est la thématique chez Paramount+, puisqu'il y a aussi comme sortie... Eh ben, Teen Wolf, le film. Et donc là, des années après la fin de la série, on a un film Teen Wolf avec quasiment toutes les stars de la série. Il en manque un qui est Dylan O'Brien. Mais en tout cas, tout le reste est revenu. La plupart des héros sont revenus pour un film qui fait aussi revenir un des méchants les plus iconiques de la série. Donc ça devrait plaire et parler en tout cas aux fans de la série. Du côté de Et Apple, tout ça débarque le 23 février. le pardon. 23 février. Et en STFR pour la précision. Il n'y a pas de VF au lancement. Ok. Pour la nuance, parce que je Oui, sais que certains- la VF arrivera un peu Juin. plus tard en juin, Ouais. hein, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter que ado et loup-garou question Pourquoi comme ça. Chaque génération a je- droit à ses loups-garous, il n'y Bah a pas de oui. raison. Je sais pas, Quoi je pose une question comme ça. Pourquoi pas des adultes et des loups-garous Enfin, je sais pas. Non, c'est un débat. Il nous reste 8 minutes en même temps. Donc, du côté d'Apple TV+, Du côté d'Apple TV+, série qui s'appelle Liaison. Série en 6 épisodes qui sort le 24 février avec Vincent Cassel et Eva Green qui se retrouvent après... on va les retrouver en tout cas après dans Les Trois Mousquetaires notamment. Mais là, ils sont dans une série et c'est une série d'espionnage, thriller d'espionnage, sur fond d'histoire aussi d'amour passionnel entre les deux personnages de Vincent Cassel et Eva Green. Voilà, donc c'est un thriller assez contemporain, thriller d'espionnage. Oui. c'est une sorte de Mr. and Mrs. Smith. J'ai pas l'impression de ce que j'en ai entendu C'est un peu parler. plus sérieux. C'est un peu plus sérieux. Un peu plus sérieux quand même. On notera le double usage du mot liaison. Liaison Agent de amoureuse liaison et liaison agent de amoureuse, voilà. Malin. C'est un petit quand jeu même de bien mots. fait. Série française ou série franco-britannique Série franco, coproduction internationale, il me semble. Franco, ça c'est sûr, enfin française. En tout cas, c'est pas qu'une série française. il y a Non, c'est- mais c'est- franco-britannique, il me semble. Je sais plus. Du côté de Prime Video, Du côté de Prime Video, Christophe Waltz qui fait peur parce qu'il joue un consultant. The Consultant, une série en 8 épisodes donc qui débarque le 24 février sur Prime. Donc il joue un consultant, costume voilà parfait. Il arpente les couloirs d'une entreprise qu'il doit redresser et c'est la pire des ordures. Il a des méthodes extrêmes pour lui. Il ne faut que l'ordre et la discipline. C'est un peu un psycho sur les bords et tout ce qu'il aime, c'est traumatiser ses collègues. tout un programme. Tout un programme. Petite séance de rattrapage VOD. Séance de rattrapage VOD. Dès le 22 février, on a Black Adam avec Dwayne Johnson alias The Rock. Et aussi un film qui est le grand favori des Césars qui se déroule donc le vendredi 24 février. Ça, c'est un film français qui s'appelle L'Innocent de et avec Louis Garrel. Pareil, rattrapage en VOD dès le 21 février. Donc c'est Très good aujourd'hui. vibe. 3 jours avant. Et les c'est un Césars. film que je vous conseille. C'est Mais vraiment un coup de cœur, vraiment un très beau film, une belle comédie, film familial, film de braquage, film un peu old school, film très beau, film très drôle. Donc, Avec une voilà. Noémie Merlan Ouais, qui est éclairante. Voilà. Merci beaucoup, Eh ben, de Mégane, rien. pour ce journal des sorties très De complet rien. aujourd'hui. Et puis merci aussi à toutes et tous pour cette émission. Mathéo, donc c'était ta première avec nous aujourd'hui. Oui. Mathéo, donc de la chaîne du Geek, hein, on le rappelle. C'est quoi un peu l'actu sur ta chaîne en ce moment? C'est l'actu qu'il y a en ce moment, donc là j'avoue que c'est un peu plus calme, mais on a pas mal parlé de la sortie de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, parce que forcément Marvel fait partie comme des grosses thématiques que j'aborde sur la chaîne, Donc donc là c'était un peu le cœur, l'arrivée de la phase 5, tout ça. exactement, c'est ça. Et après, dès la semaine prochaine, ça va être Creed. Attends, le 1er mars, c'est quand? Non, c'est la semaine Oui, encore c'est Creed, après, ouais. 1er mars. Ouais. Et bientôt, ouais, Creed. Ouais, Pas encore. 3, ouais. Et donc Creed, C'est pareil, tu vas couvrir ça? Ouais. Ok. Merci en tout cas d'avoir Merci. été avec nous aujourd'hui, c'était un plaisir. Je me tourne de l'autre côté du plateau. Juliana, Hello. on est en train de me dire dans l'oreillette imaginaire que j'ai que tu as un coup de cœur. Ah oui, j'ai une reco, mais je vous en parlerai plus longuement, je pense, la prochaine fois, parce que j'avais vraiment envie de vous passer un extrait et tout ça. Donc, je préfère garder ça pour un moment où on aura un peu plus de temps pour cette reco, si c'est possible. Mais j'ai une actu. C'est un super teasing. Mais tu as une actu, dis-moi tout. Non, l'actu, c'est encore 2 heures de... C'est pas une actu particulière. 2 heures de perdu qui continue. Un live à Lille, au théâtre Sébastopol, pour lequel il reste encore quelques places, mais plus beaucoup. Donc, il faut se décider là. Sur Men in Black. Le premier Le Ou la premier. saga, le premier. Ouais. C'est samedi 28 avril.
Donc, vous avez le temps encore si vous voulez prendre votre disposition pour venir nous faire un coucou. Et non, et voilà. Et le reste, les scénarios, toujours. Et puis et les épisodes de 2 heures de perdu qui continuent de sortir semaine après semaine. Un quiz la semaine prochaine. Ah oui, un ciné-quiz la semaine prochaine, mais c'est plus pour les Parisiens. C'est pour ça que... quand même. Oui, au hasard ludique, mercredi 1er mars, le soir. C'est-à-dire que j'irai voir Creed 3, pardon. Tu vois, lapsus. Creed 3 l'après-midi. Et le soir, je pourrai animer le ciné-quiz au hasard ludique. Johan, Megan, c'est quoi l'actu sur Allociné en ce moment? On se prépare au César, mais pas que. César vendredi, donc on sera sur le pont vendredi. On verra si c'est L'Innocent ou La Nuit du 12 ou d'autres films qui gagnent. On espère qu'il n'y aura pas de scandale. Il y a 9 présentateurs et présentatrices. On espère. C'est une collégiale, ouais. Voilà, c'est une collégiale. On espère que ça ne durera pas 5 heures. Aussi, parce que la France, autant les Oscars, des fois on dit ils lancent les violons ou la musique un peu trop tôt quand il y a les lauréats, autant en France on prend le temps et puis chaque fois ça dure jusqu'à 2h du matin et ça saoule un peu tout le monde. Donc ça serait bien d'avoir une cérémonie qui se tient et dont le cinéma sort grandi. On espère tout ça vendredi. Voilà. Et sinon, j'ai une info à partager. Il nous reste quoi, 3 minutes? Ouais, vas-y. Voilà. Non, c'est une info qu'on a trouvé. Il y a un article sur le site, mais je trouvais ça assez rigolo. C'est qu'on parle souvent des résultats des films au box-office, toujours en entrée en France. Et en fait, on a le calcul de ce que ça vaut. Et donc, Avatar est devenu le film, pas le plus vu en termes d'entrée, mais qui a le plus rapporté en France. Mais comment c'est possible? Parce que les séances sont plus chères? Parce que les séances sont plus chères, l'inflation et tout ça. Et donc, combien a rapporté Avatar? Je vous le demande. La Voix de l'eau. Avatar 2, pardon. Ce qui vient de passer Titanic, il y en est à 136 millions de dollars en France, parce qu'on parle jamais en millions enfin 136 millions d'euros. Sachez que Titanic avait rapporté 130 millions d'euros. Et après, ce qui est rigolo, c'est que par exemple, Intouchable, 123 millions d'euros, et Les Ch'tis, 123 millions d'euros aussi. Donc, est-ce que souvent on dit 20 millions d'entrées? En pépette, ça fait 123 millions, c'est pas mal. Ouais, ça commence à faire pas mal. Ouais. Ça commence à faire un petit peu d'argent. Ils vont peut-être faire des suites. C'est possible, j'imagine que c'est possible. Mais l'inflation a été prise en compte dans ce classement? Non, c'est le classement pas euro constant. C'est intéressant pour le coup. Moi, je trouve que la donnée avec l'inflation, elle est encore plus incroyable. Ça remet un peu l'église au milieu du village, comme on dit chez nous. Tout à fait, très cher. Non, mais c'est intéressant par contre comme données, parce que c'est vrai que c'est pas des données qu'on a généralement. Eh bien, merci à tous. Voilà, il nous reste 2 minutes. Si vous voulez, on peut prendre une question du chat. Yes. Voilà, je ne sais pas si le chat, si vous avez des questions à poser à Mathéo de la chaîne du Geek, à Juliana de 2 heures de perdu, à la rédaction de la ciné ou à moi-même, on peut vous prendre 1 ou 2 questions. Sauf si c'est sous NDA, bien sûr. Voilà, on n'en prendra qu'1 ou 2, ça de toute façon. Et une question ciné, pas une question jeu vidéo, parce que je vois que là, ça parle de Yakuza en ce moment. Donc, évidemment, il y a le délai. Donc, n'hésitez pas à meubler. À meubler. À meubler, tout à fait. En fait, on aurait dû faire ce lancement avant que je sorte mes chiffres. Ouais, c'est pas faux. Ça aurait été pas mal. Du coup, on va manquer de temps pour une question. Ouais, il va nous rester 1 minute, tant pis pour vous, si on n'a pas le temps derrière. Moi, je pourrais les prendre sur Twitter si jamais. Mais non, tant pis. Eh bien, dans ce cas, on va se quitter comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. On vous laisse avec le récap, puis le react ce soir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à 16h30 sur le stream sur Twitch. Et d'ici là, allez au cinéma et regardez des films et des séries. Ciao, ciao. Salut.